Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de nous avoir rejoints pour ce débat qui a un intitulé extrêmement vaste et ambitieux, comment relever le défi de la révolution numérique de l'information. Dans cette enceinte académique, on pourrait même déjà commencer à peser chacun de ces termes, le fait que défi soit posé au singulier et pas au pluriel, qu'on parle de révolution et non d'évolution, et donc effectivement que l'information va bien au-delà des nouvelles du matin et de s'apercevoir que dans un monde numérisé, ça a d'autres significations, d'autres applications. Donc ça va être notre matériau pour les 2 heures à venir. Donc je m'appelle Nicolas Arpagian. Mon domaine d'études et d'analyse sont les usages offensifs des technologies de l'information, donc aussi bien dans le domaine de la cybersécurité que des attaques informationnelles. Et donc je vais tenter de modérer ces débats qui vont se tenir. Alors notre panel va se compléter en principe dans les minutes qui suivent. J'ai donc le plaisir d'avoir à ma gauche, donc à votre droite, Dominique Lévis-Saragosse,
Agossi, qui est présentement directrice générale adjointe de BVA Group. Alors effectivement, son métier, elle nous en parlera, mais c'est l'analyse des données, la collecte et l'analyse des données pour essayer d'avoir une... pense-t-on, en tout cas souhaite-t-on une meilleure compréhension du monde dans ses différentes dimensions. Dominique a la particularité d'avoir également exercé des fonctions éditoriales, puisqu'elle a été présidente du Nouvel Obs, enfin qui était déjà Nouvel Obs ou qui est... C'est déjà l'Obs, pardon. Et donc d'être également dans cette économie de l'information qui est déjà un sujet à part entière et qui en plus, quand le numérique vient la redessiner, la remettre en perspective, la bouleverser, et donc également ça va être une expérience dans laquelle nous pourrons puiser. En principe, si tout se passe bien, nous devrions recevoir très prochainement un deuxième Dominique. Vous voyez que la maison est tout à fait généreuse et prolixe, qui est Dominique Volton, qui est directeur de recherche au CNRS et qui a fondé et anime toujours la revue Hermès, qui est publiée au CNRS Éditions et donc a vocation à analyser ces problématiques d'usage, de consommation et de gouvernance des problématiques de médias, communication, information. Alors, la règle, vous la connaissez, si j'espère, et je vous souhaite que ce ne soit pas le premier débat de la Cité de la Réussite auquel vous participez cet après-midi. L'idée est assez simple, c'est d'avoir d'une part pouvoir tirer parti de l'expérience et de la connaissance de nos intervenants, et plus présentement de notre intervenante. Deuxièmement, c'est qu'il y a des étudiants de tous horizons, c'est-à-dire aussi bien d'écoles d'informatique, d'instituts d'études politiques, d'écoles d'ingénieurs avec Centrale Lille ou d'universités avec Paris 1. L'idée, c'est justement qu'ils ont travaillé en amont sur ces questions et donc on va être amené à leur donner la parole de manière à ce qu'ils puissent interroger les uns les autres. Vous voyez, une promesse tenue, on sort de période électorale. Si M. Volton veut se joindre à nous, non, il ne veut pas. Il ne veut pas. L'anarchie règne dans l'enceinte universitaire. Et donc, pas encore. L'idée étant que donc, ces étudiants seront amenés à poser des questions et assez vite, si vous le voulez bien, vous serez amenés à interroger, commenter, interpeller, contredire ou au contraire féliciter, pourquoi pas, et abonder dans le sens des intervenants. Voilà, c'est l'intérêt d'une réunion réelle, c'est-à-dire qui se tient avec des vraies personnes. C'est aussi que nous puissions échanger au-delà et que la connaissance puisse s'émettre et se partager des deux côtés de cette table. Voilà, donc après cette introduction, vous voyez que le monde est un ballet bien organisé puisque ça permet d'accueillir, comme il le mérite, Dominique Volton, dont j'ai déjà fait la présentation. Donc vous voyez, on est dans de la... alors, les loges, bien sûr, mais je garde ça pour l'académie, donc ça, ce sera pour plus tard. L'idée, c'est de dire qu'effectivement, on va être amené, je vais les interroger d'abord de manière à avoir une première discussion avec eux et assez vite on passe au panel des étudiants et pour vous donner la parole, le principe sera assez simple, il suffit que vous vous manifestiez, la salle permet, on va juste vous passer un micro de manière à déjà que tout le monde vous entende et je crois qu'il y a une captation et donc pour les livres d'histoire, pour les générations futures, de manière à ce qu'on ait une trace de votre question et surtout que celle-ci rende intelligible la réponse qui vous sera apportée, et ben effectivement on vous apportera un hôte ou une hôtesse vous apportera un micro de manière à amplifier le son de votre voix. Voilà. De manière à démarrer sans plus tarder, c'est vrai que Dominique Lévy-Saragosi, quand cette problématique vous a été soumise, vous a été proposée, relever le défi de la révolution numérique de l'information et surtout dans le comment, qu'est-ce que ça vous a évoqué ? Bonsoir, bonjour à tous et merci d'avoir choisi d'être avec nous alors que vous pourriez être avec deux anciens premiers ministres. Je mesure l'honneur qui nous est fait. Eh bien, je dois vous dire que quand j'ai vu l'intitulé du débat, j'ai eu un petit vertige. C'est-à-dire qu'en fait, on a 2 heures devant nous pour tenter de répondre à je pense, une des questions les plus complexes et les plus urgentes qui nous occupent, c'est-à-dire comment, effectivement, alors qu'il y a une déstructuration à peu près totale du champ de l'information, et on va, je pense, avec M. Volton, bien faire la différence entre l'information et la communication. Comment est-ce qu'on peut arriver à s'assurer que les citoyens, les consommateurs, les gens, vous, moi, nous parvenions à nous faire un chemin, à nous faire
une opinion, à apprendre des choses et à pouvoir nous comporter d'une manière qu'on va qualifier d'éduquer, au sens où en anglais on dit educated, c'est-à-dire informé avec les bonnes informations. C'est un sujet à la fois extrêmement important et évidemment extrêmement vaste. Le rapport avec cette cité qui est consacrée au temps, c'est que je pense que la révolution que nous vivons et qui est ici qualifiée de révolution technologique, c'est avant tout une révolution de l'immédiateté, une révolution de la fragmentation. C'est les deux grandes choses qu'apporte, à mon sens, le numérique, une accélération et une fragmentation. Autrement dit, dans le domaine de l'information, il y a de plus en plus de locuteurs, il y a de plus en plus de gens qui s'expriment. On va revenir sur qui sont ces gens et d'où ils parlent et comment vous pouvez ou comment nous pouvons essayer d'y comprendre quelque chose. Et il y a une accélération de l'action, de la réaction à la réaction et de la disparition de l'information. Donc on est en permanence submergé par des choses qui sont extrêmement difficiles à replacer dans un paysage global et qui nous arrivent un petit peu, encore une fois, en avalanche. Voilà. Donc c'est ça que ça m'a inspiré, c'est comme ça que j'ai compris. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Nicolas. Le lien avec la problématique du temps. Alors effectivement, en tout cas c'est intéressant parce que c'est cette perception à la lecture de cet intitulé. Dominique Volton, dont évidemment c'est votre matériau d'épanouissement, ce champ de la... Faut le souhaiter, qui est... Voilà, donc ceci confirme cela. La question est de se dire, effectivement, par rapport à ce défi de la révolution numérique, vous les avez analysés, séquencés, parce que, en fait, la communication, ce n'est qu'un enchaînement de révolutions. Il est évident que entre le garde champêtre qui délivre les messages sur la place du village et jusqu'à l'imprimerie et la capacité de diffusion avec le télégraphe, après tout, est-ce que ce n'est qu'une étape supplémentaire et donc pas d'inquiétude? C'est un environnement naturel, celui des sauts technologiques qui va affecter l'information et la communication. Alors, trois petites choses. Merci beaucoup. Je rigole parce qu'on nous distribue un numéro du Point, ça s'appelle « Prendre le temps ». Et ici, la question, comme partout ailleurs, c'est « Putain, quand est-ce qu'on va s'accélérer pour s'adapter à la vitesse de notre temps qui est complètement fou ?» On est fous, les hommes. On est fous, on ne supporte pas le temps. On est comme des fous en train de courir après la vitesse. Puis on dit « Merde, quand même, sociologiquement, politiquement, anthropologiquement, il faudrait quand même qu'on ralentisse. » Et alors le truc du Point, c'est ralentir, et nous, c'est comment on fait pour accélérer. 1. 2, ça fait depuis 1820 à peu près que les hommes passent leur temps à s'adapter à la technique. Contrairement aux mensonges qu'on entend tout le temps, la technique va s'adapter aux hommes. Donc depuis plus de 150 ans, l'homme est la victime du progrès technique. Je dis bien la victime. Du point de vue anthropologique, c'est évident. Du point de vue ontologique, c'est encore plus vrai. Du point de vue sociologique, on peut faire tous les bilans. C'est discutable. Mais l'idéologie du progrès scientifique et technique est tellement forte que si jamais vous osez dire que le progrès n'est pas forcément au bout de la technique... Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie dans mes recherches à essayer de voir comment les travailleurs pouvaient éviter de succomber trop vite. Ils ont succombé très vite sur l'arrivée de l'informatique qui a été l'énorme rouleau compresseur avant d'arriver au numérique. Et ça m'a énormément marqué. Dans ma vie de chercheur, j'ai deux grandes recherches qui m'ont marqué. J'ai commencé par les mœurs, où c'était le bordel de la libération des femmes, de la contraception, de l'avortement, de l'homosexualité. Sacré bordel. Et le deuxième sujet qui m'a beaucoup marqué, c'est la question de la révolution technique et comment les organisations syndicales, les travailleurs de base, et vous, moi, on pouvait résister à cette espèce de rouleau compresseur de l'informatique qui allait tout bousiller, qui a tout bousillé. Donc ça fait plus de 150 ans que l'homme s'adapte à la technique avec le mensonge inverse. Donc moi, effectivement, je suis plutôt du côté d'une vision humaniste et politique de la technique et non pas du côté d'une vision technique et d'une vision économique. Troisième chose, c'est pas le problème de la révolution. Le problème, c'est pas de s'adapter au numérique, c'est de penser l'après-numérique. Et si on dit comment il faut faire pour s'adapter au numérique, ça veut dire que naturellement, on met la technique au cœur. Et c'est ce qui se passe depuis plus de 150 ans. Non, c'est l'homme, c'est la société, c'est la politique qui doit être au cœur. Et c'est exactement l'inverse qui est en permanence. Et comme il y a très peu de réflexion critique globalement, finalement, depuis 150 ans sur le statut de la science, de la technique et de la société, il y a des choses sur l'histoire des sciences, bien sûr. Je suis dans une maison qui passe son temps à faire ça, le CNRS. Il y a des choses sur l'histoire des techniques. En gros, les conclusions sont plutôt positives, alors qu'en fait, c'est plutôt plus douteux qu'on ne le pense, mais parce que nous ne croyons plus qu'à la science et à la technique.
les derniers grands récits politiques, les religions sont un peu en discussion. Donc il n'y a plus, on déteste la science et la technique, mais quand même on la valorise. Et naturellement, dans toutes les sciences et les techniques qui vont du chemin de fer jusqu'à la voiture, l'avion, la fusée, etc., ce qui nous fascine le plus, c'est tout ce qui tourne autour de l'informatique, du numérique aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'information. Donc moi, je dirais que la question centrale, c'est pas comment s'adapter à la révolution du numérique ou comment s'adapter à l'information, peu importe. C'est de dépasser, et ça c'est l'enjeu de toutes mes recherches sur une théorie de la communication. J'ai quand même passé finalement quasiment 40 ans de ma vie, ce qui est beaucoup, à faire finalement une théorie politique de la communication. Une théorie politique de la communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question n'est jamais importante du côté de l'information, parce que l'information, c'est le message. Ça va du son à la voix jusqu'à nos économies de données. Mais la question politique, culturelle, anthropologique, c'est la question de la communication. Ce n'est pas le message le problème, c'est l'autre. Dès qu'il y a relation, il y a conflit. Alors le génie du mot communication, c'est que vous ne pouvez pas communiquer tout seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Et le moment où vous dites à quelqu'un « bonjour, ça va », c'est le début du bordel. Parce que l'autre ne vous écoute pas, il s'en fout, il vous répond, vous pensez à autre chose. Et ça dure comme ça depuis le début de l'humanité. Mais aujourd'hui, nous avons une telle efficacité, une telle rationalité des messages et des informations que nous pensons naturellement que nous allons réduire ce décalage entre information et communication. Et donc, dans l'histoire des relations très compliquées entre information et communication, on est encore dans un moment qui ne va pas durer trop longtemps, mais où, en fait, l'information triomphe. On ne peut pas vivre sans communiquer. Vous et moi, c'est 90% de notre vie. On aime quelqu'un qui ne vous aime pas. Quand il vous aime, il ne vous aime plus. Enfin, le bordel. Des ruptures, des familles, des couples. Je faisais 1/100 de seconde de silence en méditation pour chacun de nos échecs affectifs. 90% de notre vie. Sauf dans la période amoureuse. S'il y en a quelques-uns qui sont amoureux, profitez-en. Hein. C'est le seul moment où on croit que ça marche. Ça marche entre 15 jours et 6 mois. Et le jour où un des deux partenaires, hétéro, homo, on s'en fout. Enfin, les animaux, c'est plus compliqué. Où il met le verre comme ça, dans une relation, c'est le début du bazar. Parce que si vous mettez le verre comme ça veut dire que vous en avez marre que l'autre, il le mette comme ça. Donc le début de ce qui m'intéresse, c'est d'ailleurs la négociation. Communiquer, c'est négocier. Parce que l'autre n'est jamais le même. Et nous rêvons tous que le même, nous rêvons tous que l'information crée du même, parce qu'on s'entend bien qu'avec les gens qui nous ressemblent. Mais ça ne dure pas longtemps. Donc je résume, l'information, c'est le message, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qui nous séduit, encore plus jusqu'à l'économie des données d'aujourd'hui. Le vrai problème, ce n'est pas l'information et le message, c'est l'autre, c'est-à-dire la communication, c'est-à-dire la relation, c'est-à-dire la découverte de ce concept que je n'arrête pas de mettre en avant maintenant parce que je trouve qu'il symbolise bien ce que je voulais dire, mais il m'a fallu, pour vous dire aussi simplement ça, hein, c'est 35 ans de boulot quand même, hein, un nombre incalculable de bouquins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la communication, voilà. Pourquoi ça ne marche jamais? Alors, vous pouvez foutre 50 milliards de dollars de données, vous pouvez rajouter interactif chez vous le matin au petit déjeuner. Je vous donne un bon exemple qui est quand même invraisemblable. On ne sait plus quoi faire sur la montée de comment on appelle ça quand les gens ne vont pas voter? L'abstention. L'abstention. La réponse débile qu'on entend depuis une dizaine d'années venant des États-Unis, mais c'est normal qu'elle vienne de là, mais elle pourrait venir d'ailleurs, c'est mais oui, c'est vrai, il n'y a pas de participation parce qu'on perd du temps à aller voter. Et si on mettait un petit terminal chez soi sur son petit canapé et que en continuant à manger des pork-porn grossissant comme ça tout en faisant un énorme service de bus, on push-button. Et donc on a une bonne solution qui se propose. Dans le fond, c'est vrai. Pourquoi s'emmerder dans une école qui nous rappelle les mauvais souvenirs alors qu'en fait, c'est fondamental de se déplacer, pédibus en bus pour aller voter. J'interdirais tous les votes électroniques, évidemment. Il faut interdire tous les votes électroniques si pour l'exercice de la souveraineté populaire, quand même qui est le but de la démocratie, on n'est pas foutu de bouger un quart d'heure. Mais c'est un bon exemple. Parce qu'on pense que ce problème politique de l'abstention serait résolu si l'information arrivait plus vite chez les gens. S'ils avaient moins se fatiguer. Voilà, donc ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'information, c'est la communication, c'est la négociation, c'est l'altérité, c'est le fait que ça ne marche pas et que vous et moi, nous passons notre vie dans les mœurs, dans le travail, dans la politique, dans la mondialisation, à essayer de négocier pour éviter la pire des choses, c'est-à-dire la communication, c'est quand ça échoue, c'est la guerre. La guerre dans un couple, dans une famille, dans une entreprise, dans un pays, dans l'Europe et dans la mondialisation. Donc moi, en gros, ce que je dis, je travaille sur la question qui est après la question de la révolution de l'information. Je suis sur la question de la paix et de la guerre avec
la question de la communication. Et c'est ça que je dis depuis au moins 20 ans maintenant. La question centrale, c'est la question de la paix et de la guerre par la question de la communication. Et le paradoxe, je m'excuse, je suis trop long, mais c'est angoissant quand on réfléchit, c'est que le monde n'a jamais été aussi visible, jamais été aussi accessible, il n'est jamais aussi créatif de peur et de haine. Et donc le monde d'Internet de demain, avec 10 milliards j'exagère un peu, on va bientôt y être, d'internautes, ne sera pas du tout un monde plus pacifique. L'accès à la visibilité de l'autre, l'accès à l'identité de l'autre, ne le rend... L'autre, il vous fait peur. Il fait peur depuis le début de l'humanité. Donc si on veut que la visibilité plus grande ne crée pas de la haine, mais crée un minimum d'intérêt ou un minimum de respect, il va falloir cogiter. Et on est dans cette phase encore trop simpliste de croire que plus il y aura d'informations, mieux on se comprendra. Non. Il n'y a pas de rapport entre le volume de l'information et l'intercompréhension. Informer, ce n'est pas communiquer. Voilà, et c'est ça ce qui m'intéresse d'un point de vue théorique. Ce décalage gigantesque. Je m'arrête. Eh ben, non, du tout. L'idée, non, c'est suspens. Nous sommes autant suspend ton vol, d'ailleurs, pour être dans le droit fil de notre thématique. C'est intéressant parce que, effectivement, alors, il y a plusieurs dimensions. Mais c'est très bien. Eh ben, c'est tout à fait. C'est pour ça que vous êtes bienvenus ici. Et ben alors, justement, ce que je trouve intéressant par rapport à ce maillage de données, cette envie de comprendre, c'est regarder. D'ailleurs, les militaires ont une expression, c'est regarder de l'autre côté de la montagne. C'est une espèce de fantasme de dire je veux savoir ce qui se passe derrière. Et on pourrait imaginer que dans le temps, les études, les sondages, les analyses d'opinion, c'est ce qu'on demande, de dire comment est-ce que je peux matérialiser quelque chose qui est diffus, qui est la connaissance, l'opinion, la conviction qu'a toute une population, voire un panel de celle-ci. Comment est-ce qu'on arrive à proposer, ou en tout cas à défendre l'idée d'une modélisation de la connaissance, de l'information, alors qui est une combinaison à la fois de vrais gens, évidemment, mais de modèles statistiques et éventuellement de corrections. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire, mon Dieu. La preuve, on a montré qu'on avait beaucoup plus de temps pour répondre. Je vais prendre quelque chose, quelque part entre 20 secondes et un peu plus. Je ne crois pas que notre métier, notre fonction, ça soit de modéliser la connaissance. C'est plutôt de comprendre, peut-être que c'est la même chose mais que je l'exprime différemment, comment l'opinion se constitue et si on peut ou pas la comprendre, en tirer des conclusions qui peuvent aider des agents économiques, des agents politiques, des agents sociaux, au sens très large du terme, à prendre des décisions. Ce que vous voyez des sondages, en général, c'est une intention de vote, et pas toujours juste, je le sais, on peut y revenir plus tard, je réponds à toutes les questions, même les plus méchantes sur le sujet, n'ayez crainte. Mais en fait, l'essentiel de notre activité consiste à vous interroger en tant que citoyen, certes, mais en tant que consommateur, en tant que membre d'une association, en tant qu'usager des services publics, pour arriver à comprendre comment vous restituez la réalité et comment on peut communiquer avec vous, pas seulement à travers des mots, mais à travers des propositions de services, des offres, de manière à satisfaire vos demandes. Donc, pour ce faire, on a très longtemps utilisé des outils statistiques assez simples, puisque finalement, la société française était relativement homogène, le mot relatif a toute sa place ici, et en tout cas relativement découpable, avec, vous en avez peut-être entendu parler, la méthode des quotas, en groupes dont on pouvait appréhender les comportements. Pourquoi est-ce que la société française était relativement homogène ? Probablement, je vais très vite et ça n'est qu'un des éléments, mais j'essaye de ramener ça à notre débat, parce que l'information accessible à tout un chacun était finalement, globalement, assez maîtrisée par un petit nombre d'acteurs et que donc, eh bien, les opinions, évidemment, certains lisaient l'Humanité et d'autres le Figaro, mais les opinions étaient finalement assez facilement structurées par des habitudes médias qui étaient aisément repérables. Vous avez bien compris que ce n'est plus le cas. Et que quand on parle de fragmentation aujourd'hui, on parle de la fragmentation des consommations d'informations, pardon pour le mot consommation, mais c'est de plus en plus cela qui se passe.
On parle de la fragmentation des façons de se constituer une opinion. On parle de la fragmentation des façons de se situer dans la société, parce que si je demande à chacun de vous à quelle classe sociale il appartient, la réponse ne sera probablement pas du tout celle à laquelle j'arriverais si j'appliquais à chacun de vous les critères INSEE pour savoir dans quelle case je vous range. La perception varie en fonction de son capital culturel, son capital économique, l'endroit où on habite, etc. Et ça rend ce travail de modélisation dont vous parliez, Nicolas, je fais beaucoup plus de 20 secondes, je sais, infiniment plus compliqué. Infiniment plus compliqué parce que je ne peux pas juste dire qu'un ouvrier de 50 ans qui habite à Rouen va voter comme un autre ouvrier de 50 ans qui habite à Rouen. Bon. Si je parle du vote, et puis ensuite on peut évidemment aller sur tous les autres sujets. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver non pas des façons simplement de modéliser, mais aussi de trouver des façons de faire deux choses: comprendre cette diversité, cette fragmentation, et la rendre sensible à des gens qui doivent prendre des décisions et qui aimeraient bien qu'on puisse leur dire qu'il y a un français moyen et qu'il y a une proposition qui va convaincre un maximum de gens. Donc on n'a pas de martingale. On va utiliser pour ça à la fois des techniques assez classiques d'interrogation directe, parce que vous savez quoi, demander l'avis des gens, ça sert quand même. On va observer les gens avec leur consentement sans leur poser de questions, mais c'est une technique vieille comme le monde, qui s'est appelée ethnologie ou observation participante, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que font les gens pour essayer de comprendre pourquoi et comment ils le font. On va les confronter à des situations qui sont des situations fabriquées pour comprendre leurs réactions, et puis on va effectivement utiliser de la donnée, parce que la donnée, c'est un message, et des messages, nous en envoyons tous des milliers chaque jour, à chaque fois que nous utilisons, en victimes consentantes de la technologie, puisque nous sommes des victimes, mais nous sommes des victimes consentantes et participatives, participantes à la technologie, il faut quand même le dire. La technologie n'est pas un truc immanent qui s'abat sur nous. Elle répond, elle propose des usages que nous adoptons, c'est comme ça qu'elle se développe. Donc, en victime consentante de la technologie, nous produisons chaque jour des milliers de données. Vous avez utilisé votre téléphone pour choisir un moyen de transport pour venir ici, pour regarder quelle était la météo, pour consulter un site d'information, pour googliser Monsieur Volton et mieux savoir d'où il allait vous parler. Tout ça, c'est de la donnée que vous avez émise. Et ces données, elles sont, alors avec tous les protocoles de protection que vous pouvez imaginer, elles sont collectables et elles sont analysables. Donc, on essaye de capter la fragmentation, de la faire le plus possible rentrer dans un cadre qui soit compréhensible, et ensuite de la rendre sensible, j'insiste sur ce mot sensible et pas seulement intelligible, à ce qu'il est convenu d'appeler des élites, c'est-à-dire des gens qui sont en situation de prendre des décisions, pour que justement dans cet exercice de communication impossible que décrit M. Volton, elle puisse le mieux possible comprendre à qui elle s'adresse et comment les gens auxquels elle s'adresse sont susceptibles de répondre. Force est de constater qu'en ce qui concerne le politique, nous sommes dans l'échec. On peut y revenir si vous voulez. Mais il y a plein d'autres sujets grâce auxquels, ou par lesquels, ou à travers lesquels, on peut voir que ce fonctionnement-là, du recueil d'informations et de la compréhension des messages, permet d'une certaine manière de réguler des échanges dans la société. C'est parfait. La question, quand même, c'est si on a parlé avec Dominique Volton d'information, de communication. Vous avez fait en sorte, effectivement, de décrire le métier qui est le vôtre. Est-ce qu'on ne doit pas rajouter, et c'était parce que là j'ai un peu tiqué sur le fait de dire nous utilisons des outils numériques dont en toute connaissance de cause que nous assumons, je suis pas tout à fait certain que ce soit toujours un choix, et deux, que les conséquences de cette utilisation soient toujours ni identifiées ni maîtrisées. La notion de trace numérique est quelque chose, tant qu'on ne vous a pas montré la cartographie de vos déplacements des 5 dernières années, puisque c'est ce que détient le gestionnaire de votre téléphone, je pense que tant que vous ne l'avez pas touché du doigt, vous ne l'avez pas réalisé. Nicolas, je n'ai pas dit qu'on était conscient, j'ai dit qu'on était consentant. Alors, je vais y revenir. Le consentement éclairé exigerait qu'on ait une claire vision des tenants et aboutissants des problématiques. Je vais y revenir. Alors, ça nous emmène un peu ailleurs dans le débat. Nous n'avons effectivement... Rationnel, ça serait, mais je suis d'accord, c'est l'hypothèse fondamentale. Mais non, on n'est absolument pas rationnel, et la meilleure preuve de notre irrationalité, je vais vous la donner en 2 chiffres, 90% des gens pensent que la protection de leurs données personnelles est un problème et sont conscients du fait qu'ils émettent des données et qu'ils ne savent pas ce qui en advient. Il y a moins de 10% des Français aujourd'hui qui nous disent avoir modifié leurs usages pour protéger leurs données. D'accord ? Donc on est irrationnel. Mais ça, c'est fumer-tu sur les paquets de cigarettes. C'est-à-dire que la personne est informée, mais elle continue à consommer. Mais ça, il est impossible de visualiser et de réaliser, et donc de consentir de façon éclairée,
il est impossible de réaliser le nombre de données que nous émettons et qui sont captées. Il est impossible de se les représenter. Donc les opt-in, ou à moins d'être particulièrement, de consacrer un temps et une énergie importante à ce sujet. Donc les systèmes d'opt-in qui vous disent on utilise des cookies, vous pouvez accepter, vous pouvez refuser, etc. Combien d'entre vous ont véritablement été regardés quel est l'usage qui est fait des données et qui est décrit si vous dites non, j'accepte pas le cookie? La plupart d'entre nous, on l'a observé des millions de fois, on clique parce qu'on veut aller plus vite, encore une problématique de temps, vers le résultat. Pourquoi? Parce que l'usage et le confort provoqué par l'usage l'emporte sur la conscience du risque ou du défaut. Voilà. Donc on n'est absolument pas conscient de ce qu'on fait. Effectivement, quand vous commencez à regarder tout ce qu'un opérateur téléphonique peut recueillir comme données sur vous, ce que par profession j'ai fait, c'est vertigineux. Et pour autant, le confort, l'usage, la fluidité, cette immédiateté à laquelle nous sommes devenus parfaitement addicts, fait que nous continuons de la même manière que nous continuons à avoir, dans un autre domaine, des comportements dont nous savons très bien qu'ils ne sont pas bénéfiques pour la société ou pas bénéfiques pour la planète, mais qui nous procurent un bénéfice immédiat. Donc ça n'a rien de rationnel. Et effectivement, nous ne sommes pas du tout des complices de la technologie, au sens où nous serions au courant, conscients, avertis, et que malgré tout, nous y participerions. Nous en sommes des victimes consentantes parce que nous y trouvons un bénéfice et que pour une grande partie d'entre nous, nous ne savons pas ou nous ne pouvons pas nous en passer. Ou en tout cas, nous le croyons. Alors effectivement, cette appréciation du risque, puisque en fait au final on va être bien dans une appréciation de la proportionnalité. Est-ce que les avantages que j'en retire sont proportionnés, voire supérieurs à cette dimension problématique, ou en tout cas qui n'est pas forcément dans mon intérêt ni immédiat ni à terme? Il est impossible de le dire. D'abord, il est impossible de le dire à l'échelon individuel. C'est-à-dire qu'il faut quand même vous rendre compte que quand on fait des statistiques et qu'on crée des moyennes ou qu'on mesure un risque, on le mesure pour une population, et que quand on prend des décisions, on les prend en essayant d'avoir une balance bénéfice-risque personnelle. C'est vrai pour les vaccins, où vous avez entendu des gens vous dire oh, mais c'est pas la peine que je me fasse vacciner parce que moi je suis pas à risque. Or il y a un bénéfice personnel et un bénéfice collectif, et la balance bénéfice-risque, elle se mesure plutôt à l'échelle d'une population. Et il est impossible pour nous, pour chacun d'entre nous, dans le flux continu des décisions, des micro-décisions que nous prenons, de peser le risque de chacune des micro-décisions. Quel risque vous prenez quand vous activez votre GPS? Quel risque vous prenez quand vous dites OK, à une demande d'accepter les cookies sur un site pour pouvoir accéder à un contenu qui vous intéresse? Quel risque vous prenez quand vous réservez votre place de cinéma en utilisant votre téléphone portable? Quel risque vous prenez en laissant votre téléphone portable dans votre poche, alors que vous savez parfaitement, parce que vous regardez des séries policières à la télé, qu'on sait où vous bornez et que donc on pourrait reconstituer tout votre parcours? Il faut regarder les experts à Miami ou des trucs comme ça pour avoir une idée en fait de à quel point on est pas dans Minority Report, mais perceptible et traqué. Moi, je vous conseille. Voilà. Donc, je pense que nous n'avons pas de vrais moyens de mesurer le risque. Et que, malgré tout, malgré les quelques scandales, malgré les quelques problèmes qu'il y a eu, on peut parler de Cambridge Analytica, on peut parler... Eh bien, on n'observe pas de modification massive des comportements d'usage, des technologies qui, pour autant, provoquent ces risques dont vous parlez. Et c'est vrai à l'échelle des individus. Et vous parliez de cybersécurité. Le cyberrisque est un des risques les plus importants aujourd'hui pour les entreprises. Les chefs d'entreprise en sont conscients. Le niveau, je pense que vous connaissez ça bien mieux que moi, Nicolas, de cyberprotection des entreprises est, malgré cette conscience, toujours extrêmement insuffisant. Et pourtant là, le risque sur l'économie et l'activité, il est réel et quasiment mesurable. Donc on a un rapport au risque, on peut faire appel aux sciences comportementales, qui est que nous avons du mal à percevoir les risques différés, alors que nous percevons très bien les bénéfices immédiats. Et puis en plus, on est paresseux. Voilà. Justement, ce distinguo qui fonde, que vous avez présenté et qui fonde une partie conséquente de vos travaux académiques, c'est le distinguo communication-information. Est-ce que justement, cette technologie n'a pas vocation à rendre poreuse cette délimitation face à une nouvelle génération qui n'est peut-être moins sensible, moins exigeante, moins attentive et moins intéressée ou moins critique quant à l'assimilation de l'un avec l'autre, et qui va considérer que
la portée d'un message va porter à sa connaissance sans se préoccuper tant que ça de ce qui a conduit au modèle économique de l'entité qui l'a rendu disponible et son statut professionnel, que ce soit un média au terme de la loi et de la convention collective ou que ce soit une entreprise de communication. Juste une parenthèse, je suis d'accord sur les deux mots. Je suis d'accord sur les deux mots que l'univers numérique, c'est l'accélération et la fragmentation. Je n'en tire pas du tout les mêmes conséquences, mais c'est vrai qu'on peut se mettre d'accord absolument sur cette réalité. Alors, les rapports entre information et communication, ce sont des rapports anciens et de plus en plus complexes. Si on va à toute vitesse, on peut dire qu'entre le 17e et le 19e, il n'y a pas beaucoup d'informations, il n'y a pas beaucoup de techniques de communication. En gros, informer, c'est communiquer. La grande révolution politique et technologique du 19e, c'est la révolution de la presse, puis le téléphone, puis la radio, puis la télévision dans les années 30. Donc là, c'est vrai que c'est l'expansion des deux et on pense qu'informer, c'est communiquer encore plus facilement. La rupture pour moi du XXIe siècle, c'est quand on s'aperçoit qu'informer n'est pas communiquer, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations que naturellement les récepteurs vont être de plus en plus réticents. Et heureusement d'ailleurs qu'on est réticents par rapport au volume d'informations qu'on reçoit, parce que putain, on est bombardé tous les jours. Donc au lieu de réaliser que la résistance du récepteur est une chance pour sauver et le concept d'information et le concept de communication, on a dit exactement l'inverse. On a dit, oh là, les gens sont incroyablement conservateurs, ils résistent au progrès, ils résistent à l'information, ils résistent à la connaissance. Et la résistance du récepteur a été soignée, soit considérée comme une trace du passé. Alors moi, je pense que c'est ce qui va permettre de penser les contradictions actuelles et de dépasser le règne de l'information, parce que nous sommes encore dans un modèle culturel, politique, technologique, financier, qui est celui de l'information. On n'a qu'à voir nos chers amis les GAFA, plus les industries de la donnée, on est sur un modèle économique. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant dans l'ordre des étonnements de Dominique, et il y en a comme ça des milliers, c'est qu'il n'y a jamais eu des industries aussi puissantes, avec autant de ramifications que les GAFA, et finalement, on les adore. Mais même si elles revendiquent leur statut d'hébergeur et pas d'éditeur. Donc, oui, mais c'est ce qu'elles revendiquent, jusqu'à aller dans la préservation d'un modèle juridique spécifique à leur métier d'hébergeur qui n'est pas éditorialement responsable comme un éditeur. Pipo et Poppy. Quand on est dominant, par définition, on a intérêt à dire qu'on n'est pas responsable. C'est même normal. Bien sûr, mais c'est ce que le législateur des principaux pays accepte, en tout cas dans la discussion. Non, donc c'est ce qui fait son identité. Non, moi je suis beaucoup plus optimiste de ce point de vue-là. Et l'époque où la révolution de l'information allait triompher, avec la puissance des GAFA, elle est déjà en train d'être mise en cause. C'est-à-dire que l'Europe, comme toujours, est plutôt en avance, et les Européens détestent l'Europe, donc ne sont même pas capables d'être fiers de ce qu'ils ont fait. Mais le jour on vient tout doucement de dire, mais dites donc, les GAFA, vous pouvez peut-être payer des impôts. C'est comme ça que la démocratie s'est installée. On a foutu le doigt dans la révolution politique, nous les Européens. Et ça ne s'arrêtera jamais. Ça peut mettre 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais la toute-puissance des GAFA, elle est condamnée à terme. On va réguler... Attendez, si on ne peut pas réguler démocratiquement les GAFA, ça veut dire que la démocratie est un modèle inadapté. Voilà. Il faut choisir. Ou bien on dit que la démocratie est capable de tout réguler, et c'est la définition même de la démocratie, et elle régulera un jour les GAFA, comme elle régulera ou réduira le pouvoir des gangsters, tout ça. Mais si on dit qu'on peut tout réguler sauf les GAFA, ça veut dire que c'est le Dieu, les GAFA. C'est la question du temps et qui nous occupe aujourd'hui, parce que vous avez dit à terme, un jour, mais demain. Non, mais c'est pas non. Putain, c'est compliqué d'aller très vite, alors qu'on dit qu'il faut déjà avoir fini. Mais on a fini d'ailleurs. Je fais ma parenthèse. On a passé le stade de la toute-puissance des industries du numérique. C'est fini. Ça va mettre même pas 10 ans à la régulation. Mais les GAFA vont eux-mêmes se réguler. Le capitalisme, je prends deux exemples. L'écologie, au bout d'un moment, le capitalisme va être écologique. Parce qu'il y a du fric à faire avec l'écologie, et que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'on pense à un autre monde qui suive la nature et les animaux qu'on est dans la subversion politique. Le capitalisme demain, parce qu'ils sont fous, l'important c'est gagner du fric. Demain, les GAFA réguleront le monde numérique parce que l'important, c'est leur pouvoir et leur domination. Et s'il faut en passer par la régulation des nouvelles lois, ils le feront. Et naturellement, nous sommes déjà en train de passer du statut d'hébergeur à la responsabilité de ces hébergeurs. Et ils ont beau continuer à jouer les cons en disant « mais non, on n'est que des hébergeurs », plus personne ne le croit. Et le Parlement européen a quand même mis un coup d'accélérateur. Il faut quand même dire chapeau aux Européens qu'on déteste tout le temps. Nous, chapeau, on a mis la question. Ça va mettre même pas 10 ans.
Donc on a deux, juste pour expliquer, parce qu'on a donc deux textes qui ont été adoptés ces derniers mois, le DSA, donc Digital Service Act, et le Digital Market Act. Désolé, c'est des acronymes en anglais, mais qui effectivement commencent à mettre dans le corner, voilà, dans le corner. Et le fait de, alors, on est toujours dans le distinguo, ce sont des hébergeurs et pas des éditeurs, mais par contre, le corpus de responsabilité qui est lié à leur activité commence à ressembler étrangement à celui des éditeurs. Moi, j'ai travaillé depuis très longtemps sur l'informatique. Depuis 70. Et jusqu'à il n'y a même pas 10 ans, vous ne pouviez pas dire... Qu'est-ce qu'on disait? C'est un monde... On ne peut pas le réguler. C'est impossible. Si vous voulez le réguler, vous êtes un vieux conservateur inadapté. La révolution de l'information, ce n'est pas la révolution des médias. Et ça suffit, on ne le réglera jamais. Maintenant, cette phrase-là, plus personne n'ose la dire. Moi, on m'a traité de réac, facho, conservateur, vieux, débile, n'importe quelle connerie. Quand je dis, mais attendez, la première des choses pour sortir de la tyrannie du monde numérique... ou télématique, les mots ont changé, mais c'est la même idée, ce sera d'adapter la politique à ça. T'es vraiment un con. Il fallait voir le mépris. Maintenant, il n'y a pas un démocrate au monde qui ne dit pas, première chose à faire, réguler. Donc on va les réguler. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Moi, ce n'est pas du tout la question qui m'intéresse, moi. Heureusement qu'on va les réguler. Moi, la question qui m'intéresse, elle est beaucoup plus anthropologique. Elle est beaucoup plus ontologique. Ce qui m'intéresse, c'est la différence de nature qu'il y a entre eux. Qu'est-ce qu'une information? Qu'est-ce qu'une communication? Et toutes les questions théoriques que je pose sur la discontinuité entre information et communication, je les applique de la même manière au monde régulé d'Internet. Et moi, je rêve que l'Internet soit régulé le plus tôt possible, parce que je voudrais qu'on arrive aux questions qui m'intéressent, c'était la question de l'autre. Le monde du numérique, c'est un monde du même. Il n'y a pas d'altérité. La vie quotidienne, vous et moi, il n'y a que de l'altérité. Comment se démerder pour ne pas se battre, pas se tuer? Le monde du numérique, comme tous les mondes, c'est un monde où on essaie de faire du même. Et moi, je dis, la question théorique qui est posée par la révolution de l'information dans son succès, c'est qu'elle accède à la prise de conscience que l'autre n'est pas la même chose que moi. Et à partir du moment où le même n'arrive plus à faire du même, c'est Voltaire qui parlait de la mêmeté. Nous cherchons de la mêmeté. Et on cherche tous de la mêmeté, des gens qui nous ressemblent, avec qui on va s'aimer, gna 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 gna. C'est les bulles informationnelles. Oui, et en fait, on passe son temps à gérer de l'altérité. Et donc, par conséquent, là, c'est une véritable contradiction fondamentale. Et là où il y a un enjeu politique, il ne faut pas dire qu'un jour, grâce au progrès technique, gna 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 gna, le même sera capable de gérer l'autre. Non. Parce que là, il y a du totalitarisme. Si on n'admet pas l'altérité, il y a du totalitarisme. Autrement dit, un avenir démocratique de ces réseaux et tout ça, ce sera d'admettre qu'au bout d'un moment, la révolution de l'information bute sur la communication. Donc la question de la communication est beaucoup plus compliquée que la question de l'information, beaucoup plus compliquée que l'économie des données, que des GAFA, et que si on veut s'en sortir, parce qu'il peut toujours avoir une vision pessimiste, une vision négative, si on veut s'en sortir, alors il faudra penser l'altérité. Et pour moi, si on me demande c'est quoi la question du XXIe siècle et la question de la mondialisation, je l'ai écrit dans plusieurs de mes livres, c'est la mondialisation, c'est-à-dire l'ouverture depuis 1990 du monde à lui-même. Eh bien, ce qu'il va falloir penser l'altérité. Si on n'accepte pas l'altérité, c'est la guerre. Et même avec du même, il peut y avoir de la guerre. Mais l'Ukraine et la Russie, c'est pas du même, c'est de l'altérité. Et c'est un bon exemple parce qu'on peut croire que c'est proche. Et donc, toute la question du XXIe siècle, au moins dans ces 50 premières années, après, j'ai pas de vision du tout. Mais je pense que ça va être de penser le statut de l'altérité. Et donc, de penser la différence de nature entre l'information, dont moi je ne critique absolument pas l'utilité, et la question de la communication, qui est beaucoup plus compliquée, si vous voulez. Dès que vous prononcez le mot l'autre, dès que vous prononcez le mot relation, c'est le bordel théorique. Parce que l'autre ne me ressemble jamais. Alors, dans le progrès inouï des industries de psychosociaux, des sondages des années 25-30 aux États-Unis, c'est que le génie de cette psychosociaux, on ne le dira jamais assez. Maintenant, elle est dépassée, mais à l'époque, ça a été de donner une figure, une représentation à ce mot opinion publique que personne ne pouvait représenter. Donc, l'industrie des sondages, qu'ils fussent commerciaux ou politiques, ça a été de donner un sens, une représentation, un visage. Et je dis le mot représentation, c'est un des mots les plus forts de la science politique, le mot représentation. La tragédie aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle fragmentation, une telle segmentation, que du coup, il va falloir qu'ils inventent autre chose, mais ils l'ont déjà inventé. Les instituts de sondage dans le monde entier font du quali à tour de bras. On fait du quanti, on a des chiffres, et puis après on dit bordel, ces chiffres. On pense quelque chose, on dit quelque chose, on est autre chose. C'est le bordel, l'autre. Donc on complète le quanti par le quali. Moi, ça me plaît. Le quali, c'est la petite figure de la prise en compte de l'altérité. Mais si je puis dire, le quali ne suffit pas à gérer la question de l'altérité. Le problème de nos sociétés, ça va être... C'est quoi le problème de nos sociétés lié au mot segmentation? Est-ce qu'on va faire des sociétés qui seront des sommes de communautés? L'horreur.
est l'idéal pour chacun d'entre nous. Les PD avec les PD, les gros avec les gros, les curés avec les curés, les bonnes femmes, on a compris, tout le monde ensemble. Ou bien on se tape l'autre, qui n'a pas ma gueule, qui n'a pas ma couleur, qui n'a pas mon odeur. Ben, se taper celui qui n'a pas ma couleur, pas mon odeur, et ben, au bout d'un moment, on en a marre. Et donc, par conséquent, on segmente. Et donc, par conséquent, pour les vertus les plus démocratiques, on arrive à se segmenter au triomphe des communautés. Et moi, je pense que les fondamentaux du modèle démocratique depuis toujours, c'est naturellement ne pas faire une communauté, c'est déjà pas facile à faire des communautés. Mais c'est d'être capable de faire des sociétés, c'est-à-dire non pas gérer les mêmes, mais gérer les autres. Pas celui qui me ressemble, mais celui à qui j'ai rien à dire, et que j'ai qu'une envie, c'est de lui casser la figure. Et c'est réciproque. Parce que moi, je m'en fous du mec de Jakarta, mais il s'en fout complètement de moi aussi. Il n'a qu'une envie, c'est de me péter la gueule. Et réciproquement. Personne n'est attiré naturellement par un mec de Pyongyang. Hein, bon. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'altérité. Si on reconnaît que après la révolution de l'information, on bute sur l'altérité, on bute sur la communication, on bute sur la question de l'autre, la bataille est gagnée. Si on continue à faire croire que beaucoup d'informations feront plus de communication, on se plante. Et les conséquences ne sont pas seulement théoriques du tout. Elles sont politiques, elles sont anthropologiques. Et elles sont, c'est la paix et la guerre. Et on a l'exemple avec la mondialisation. Tout circule, on a des images, on a des sons, on a des données, on a des avions, on a tout ce qu'on veut. On a même, comment ça s'appelle, les trucs qui circulent là, des drones. On a des drones. And so what? Vous comprenez? Si, moi je reprends une phrase qui est très simple de chez Cercato. Si Dieu, j'en ai pas pour longtemps, mais c'est quand même important. Si on pouvait s'aimer les uns comme... Comment la phrase c'est? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Elle est pas mal la phrase. On peut être athée. Ah, bon slogan. Très bon slogan. Ça a marché. Ça. Enfin, ça n'a jamais marché, mais... en tant que slogan. Oui, il se vend bien. Je suis d'accord. Enfin, il se vend, je dis pas ça méchamment du tout. Vous savez, mon avant-dernier bouquin, j'ai passé 1 an et demi avec le pape, alors donc je ne peux pas être complètement anti-catho quand même. Bon. Même si je suis quand même beaucoup moins catho que lui, il faut bien le dire, parce que je suis quand même un scientifique. Il est difficile de l'être davantage. Et non, c'est pas sûr. Il y a des cul-serrés coincés au Vatican, bien plus cul-serrés coincés que le pape. Hein. Ça, je vous le dis, je vous le jure. Bon, fermement pour ce pauvre Argentin. Le message est passé. Oui. Ben, on n'a qu'à voir comment ils attendent tout ce qu'ils créent et comment la curie attend qu'il meure le plus vite possible pour comprendre qu'il n'est pas aimé par ses chers cardinaux. Laissons tomber le pape. Si jamais on admet que la question centrale c'est l'altérité, on est sauvé. Si jamais on ne veut pas l'admettre et que on a envie de dire bon mais finalement on va se rapprocher du même, le même c'est la mort. Voilà. Bon, je crois qu'on est en train de refaire une autre cité de la réussite qui serait... Non, je vais... Je vous promets que je vais parler. Je crois qu'on peut faire une autre cité de la réussite sur ce thème absolument central, fondamental et avec lequel je suis parfaitement d'accord, qui est celui de notre capacité à accepter l'altérité. Et quand je disais, et vous avez parfaitement raison, que la difficulté de représentation à travers des sondages vient de la fragmentation, c'est parce que l'individualisme ou l'individualité ou peu importe, c'est l'acceptation de la multiplicité des altérités et du fait que non, il n'y a pas de français moyen, il n'y a pas de... La tentation de la segmentation, qui peut être une tentation du communautarisme, et puis je vais essayer de nous ramener vers les médias pour ça, elle vient précisément d'une ambition, peut-être totalement fausse, de communication, c'est-à-dire d'identifier à qui je m'adresse pour pouvoir lui parler d'une manière qui lui convienne. Si vous vous adressez si vous envoyez des messages sans vous soucier de la réponse, mais alors peu importe qu'au bout du fil, il y ait des girafes, des zèbres, des êtres humains, c'est pas grave. Hein ? Peu importe, vous avez dit ce que vous avez à dire. Si vous souhaitez que ce que vous émettez provoque une prise de conscience, un changement de comportement ou simplement une réponse, qu'on vous parle en retour, alors il faut vous soucier de l'autre. Mais quand l'autre, ce n'est pas un individu que vous avez face à vous, comme c'est le cas dans les études qualitatives où on va voir un petit nombre de gens, mais c'est vous tous ici, eh bien il faut que j'ai le souci de parler un langage que vous comprenez, d'avoir éventuellement posé des questions qui me permettent de mieux comprendre où sont vos préoccupations, qu'est-ce qui vous intéresse, et donc de ne pas parler de moi et de ce que je suis, mais d'essayer d'établir un dialogue. Et la tentation de la segmentation qui peut aboutir au communautarisme et qui a des dangers, c'est simplement d'arriver à se représenter une multitude d'altérités d'une façon qui soit intellectuellement appréhensible. Je ne peux pas dire je m'adresse à chacun dans sa singularité. Ça, c'est de la communication interpersonnelle. Quand on dirige un journal, quand on émet des messages, on essaye de s'adresser à des gens qui ont une communauté d'intérêts, qui ont une communauté d'intérêt intellectuel ou autre, mais qui ont quelque chose qu'on peut identifier. Et le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, qui est celui du temps et qui... Je suis un peu
comme ça, et auquel on va essayer de se ramener, c'est que les communautés aujourd'hui, elles se constituent, elles s'agrègent, elles se désagrègent d'une manière extrêmement rapide et volatile. Et qu'il n'y a pas non plus de communautés figées. Alors, il y en a si vous allez sur des critères comme effectivement des communautés militantes ou si on décide qu'on va séparer les gens en petits groupes. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez faire partie de la communauté très active des gens qui vont s'opposer à ce qu'on aille, par exemple, miner du lithium en Bretagne. Et puis, pour autant, ne pas voter de la même façon, ne pas lire les mêmes choses, et puis ne pas consommer de la même façon, parce que vous n'êtes pas un groupe homogène. Et donc, chacun de vos centres d'intérêt, chacun de vos moments de vie va vous faire appartenir à un groupe différent. Et c'est cette volatilité, parce qu'on a parlé de fragmentation et d'accélération, mais il y a aussi cette volatilité qui est très difficile à saisir. Alors, si on parle de l'information ou des médias, ça revoit absolument la totalité de la façon dont les médias se pensent. Puisque les médias... Moi, j'ai commencé ma carrière, on parlait de contrat de lecture, on parlait d'attachement à un titre, etc. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est de la foutaise. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit nombre de gens qui sont toujours attachés à l'idée qu'ils se font d'un titre, comme l'Obs ou comme Le Monde ou comme peu importe. Puis il y a un grand nombre de gens qui vont naviguer entre plein de choses, entre plein de choses, de manière à se fabriquer leur propre petit univers. Et il faut qu'on navigue avec ça, il faut qu'on accepte ça. C'est aussi une forme d'altérité. C'est la liberté de chacun de ne pas rentrer dans une ligne ou dans un parti, mais de composer, pour appeler ça son identité, ou en tout cas sa conscience, ou comme vous voulez, avec des fragments de tout ce qu'on lui propose. Moi, je pense que dans la communication, il y a le sujet de l'altérité, et dans l'altérité, il y a le sujet de la liberté, de l'autre et du récepteur. J'ai parlé trop longtemps? Non, mais je voudrais juste répondre à cette phrase-là parce que ça repartit avec le micro. Si pour l'éternité, elle ne nous attend pas. Oui, la phrase est très juste ce que vous avez dit, et naturellement, je ne suis pas d'accord. Non, ce que vous dites, c'est très juste aujourd'hui, l'émetteur tient compte du récepteur. C'est évident, sinon on n'y arriverait pas, en politique comme en économie, etc. Mais si on pense qu'avec beaucoup d'efforts, l'émetteur comprendra la nature du récepteur et pourra modifier son discours pour pouvoir être compris, là je dis niet, hélas. Pourquoi? La communication malvenue. Oui. Pourquoi? Parce que même si on fait attention au récepteur pour que ça marche avec lui, et je ne parle même pas des enjeux économiques d'une entreprise qui est tout à fait légitime, pourquoi je pense qu'il faut préserver une différence de nature entre l'émetteur et le récepteur? C'est que si jamais on croit qu'il y avait pas mal d'efforts, l'émetteur va comprendre le point de vue du récepteur et va lui offrir le message qu'il veut, là, c'est complètement... Ne me croyez pas si naïve. Pardon, hein? Non, mais je ne parle pas de vous, là, je suis... Non, mais on est dans une logique d'ajustement itératif, on n'est pas dans une logique de perfection. Écoutez, quand même, moi je suis président, on s'en fout, mais je suis président du comité de l'éthique de la pub, donc je me tape tous les conflits sur la publicité. Donc l'argument qui consiste à dire que le publicitaire tient compte du récepteur, je le connais par cœur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la pub, je m'en fous, j'ai rien contre, j'ai tout pour. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette espèce de raisonnement faux, et que nous avons tous, c'est de penser que si on comprend un peu mieux l'autre, ça va aller. Et c'est pas vrai. L'altérité, elle reste radicale entre moi et l'autre. Et si je prends un exemple, je sais pourquoi j'ai une association sur la psychanalyse, qui est quand même une immense rupture intellectuelle. C'est la phrase de Freud qui arrive à New York, s'il savait que je leur apporte la peste. Il avait raison. Enfin, il a apporté aussi une révolution mentale invraisemblable. C'est-à-dire qu'en accédant par le langage ordinaire à la réalité de l'inconscient, on fout un bordel définitif sur l'altérité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'altérité. Tant qu'on sauve l'altérité, on a une société possible. On a une collectivité possible. On n'a pas de communauté. Le jour où on pense qu'on peut gérer la question de l'altérité, ça, c'est la communauté. Mais c'est fondamental comme option politique. Hein. C'est une option politique fondamentale, parce qu'on rêve tous du même. On rêve tous de se ressembler. Et si je prends le cas de l'Europe, qui est encore une fois un cas extraordinaire, on est 27 pour l'instant. On n'a rien à se dire, on se déteste, on est capable de s'entendre pour avancer, alors que franchement, on se méprise presque. Mais on a tellement de haine entre nous, tellement d'indifférence, tellement de contentieux, que malgré tout cela, qui ferait que ça ne devrait pas marcher, ça marche parce que nos systèmes de référence et compagnie sont finalement à peu près compatibles. Mais par contre, dès qu'on va dans la face sud de la Méditerranée, ou qu'on va à passer l'Oural, et on s'aperçoit que les mondes sont complètement différents. Et le monde occidental et le monde européen sont en train de s'apercevoir, notamment sur l'affaire de l'Ukraine, qu'on n'est pas très nombreux à condamner. Parce que les autres disent, mais ils nous font chier, les Occidentaux. Ils nous ont emmerdés tout le temps. Ben oui, les Russes, c'est quand même le progrès, etc. Et on saute à toute vitesse. On ne pense pas qu'il y a des frontières fondamentales. Et la frontière la plus importante, c'est
Non, on n'arrivera jamais à effacer la distinction, l'altérité entre le même et l'autre. Et ça, pourquoi la question de la communication est centrale? C'est parce que c'est elle qui pense qu'on va pouvoir y arriver. Le monde entier pense qu'on va arriver à se comprendre. Comme par exemple, nous, Européens, on ne comprend rien à la décision de la Cour de comment elle s'appelle, le truc américaine, la Cour suprême. La Cour suprême, sur les deux trucs, le fusil et l'autre grande décision qu'ils ont fait démocratique il y a 48 heures. Là, ils en ont fait 2, les Américains, ils sont formidables quand même. Là, on est au cœur de l'altérité. Sauver l'altérité. Et donc la révolution de l'information, j'ai rien contre, j'ai vu qu'il faut passer la parole. Mais je répète quand même l'argument, sauver la révolution de l'information, j'ai rien contre, à condition qu'on s'aperçoive que c'est toujours plus facile que gérer la question de l'altérité. Voilà. Moi j'ai mis 40 ans à dire cette phrase aussi simple. Et vous savez, un chercheur, c'est 3 phrases, un musicien, c'est 2 concertos, un peintre, c'est 3 peintures. Merci. Alors, juste un indicateur, parce que c'est toujours plaisant quand on se prête à l'exercice de poser une réflexion dans un ouvrage. Je me suis intéressé, c'est vrai que je viens d'en sortir, qui s'appelle frontières.com, qui est justement sur les problématiques de découpage que permet le numérique. Et juste un chiffre et qui illustre le propos, mais qui le rend très tangible. La France, notre pays, a connu, je suis allé chercher un chiffre qui est la part d'espace privé par rapport à l'espace public sur le territoire national. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est géré par des sphères privées, c'est-à-dire des entités privées, et l'espace public. Et en fait, la sphère publique, c'est-à-dire l'endroit géré par la collectivité, ça peut être une mairie, ça peut être l'État, est en train de se réduire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce que demande le marché, les citoyens, c'est d'avoir des communautés de gens qui se ressemblent. Et donc, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on a d'intuitif dans un pays comme la France, mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres bruts, parce que ça, c'est des mètres carrés, donc c'est facile à mesurer, à comparer sur le temps, parce qu'il y a des taxes locales, enfin, en tout cas, il faut des autorisations, donc c'est très documenté. Et on s'aperçoit qu'en France, dans un pays qui, globalement, est plutôt moins morcelé que d'autres, en fait, l'appétit, et surtout des gens, entre guillemets, solvables, c'est-à-dire des gens qui, à un moment, quand ils ont le choix et la capacité de choisir l'endroit où ils vivent et le cadre de vie, parce qu'ils en ont les moyens, ou parce que leur âge venu, ils estiment que, au moins les années qu'il leur reste à vivre, ils doivent maîtriser et apprécier cet environnement, et bien, effectivement, ils suscitent la constitution, alors en bon français, on appelle ça des compounds, enfin des environnements qui sont en général au nom de la sécurité ou au nom de l'homogénéité de la culture des personnes qui sont présentes. Et ça, c'est très physiquement recensé au ministère de l'Intérieur, puisque ce sont des espaces qui ont besoin d'avoir leur propre règlement intérieur et leur propre réglementation. On va passer... La donnée la plus prédictive du comportement des individus aujourd'hui, c'est leur adresse. C'est leur adresse. C'est leur adresse. Vous savez que les compounds, c'est un bon exemple. Le jour où les compounds ont pu se constituer, c'était la mise en cause du modèle universel. C'est ça. Qui est le modèle du territoire. Alors, on va passer aux phases de questions de nos camarades étudiants, parce qu'ils sont dispersés. N'ayez pas peur. Ah bah, le pape est partout ici. Vous êtes monsieur? Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Soufiane Ouala, je suis étudiant à Supinfo. Il faut articuler. Oui. Fais comme moi, articule. Articuler. Je n'ai rien compris à ton nom. Soufiane Ouala, je suis étudiant à Supinfo. Et donc ma question c'est, est-il possible de vérifier la véracité des informations face à sa vitesse actuelle de propagation qui est très rapide? Je vais essayer d'y répondre. A posteriori, oui. Oui, c'est ça. Tout le problème, c'est dans le a posteriori. On a eu un exemple très simple et très parlant cette dernière semaine où une information a été diffusée concernant un couple de députés de la France insoumise accusés de domiciliation illégitime et d'utilisation et d'emploi, d'utilisation, en l'occurrence d'esclavagisme, d'emploi d'une personne sans papier. L'information a été diffusée, démentie par les intéressés, retirée par le média, puisqu'elles avaient été émises par Le Point, qui est un média. Je voudrais revenir aussi sur ce que c'est qu'un média et ce que c'est qu'un éditeur, parce que je pense que ce n'est pas inutile dans le débat. Ça a pris 24 heures. Le problème, la question, c'est que la fausse information, en 2 secondes, elle a été diffusée, elle a été vue par plus de 2 fois plus de personnes que le démenti. Donc il restera une trace mémorielle, qui sera une trace mémorielle d'informations fausses, totalement fausses en l'occurrence. Donc oui, c'est facile de vérifier après. Et quelle que soit la rapidité à laquelle on peut mettre en place des systèmes de régulation, on n'ira jamais aussi vite que la propagation des fausses nouvelles, parce qu'il a été prouvé par beaucoup d'études que les fausses nouvelles se diffusent plus vite que les vraies.
Pourquoi? Parce qu'en général, elles sont mieux foutues. C'est-à-dire que l'intérêt des théories du complot, pour aller au bout du bout, c'est qu'elles sont parfaitement homogènes et parfaitement cohérentes. Il y a une phrase que j'adore de Michel Rocard qui dit « Il faut toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est très répandue, le complot exige des compétences rares. » Mais en fait, la vérité, c'est souvent moins simple qu'un récit fictionnel qui a toutes les apparences de la cohérence. Donc les fausses nouvelles vont plus vite que les vraies, et on ne peut en vérifier, on ne peut les débunker, comme on dit dans le langage des journalistes, qu'a posteriori. C'est un problème. C'est un problème de rapidité, de diffusion, et c'est un problème de responsabilité. Parce que tout à l'heure, on parlait d'hébergeurs ou d'éditeurs. Moi, j'ai été éditeur, quand on est patron d'une entreprise de presse, on est éditeur. Éditeur, ça veut dire qu'on est responsable en tant que personne physique, c'est-à-dire personnellement, de la véracité des informations publiées. Et que si les informations publiées sont fausses et font tort à quelqu'un, on doit en répondre devant le tribunal. C'est ça la responsabilité d'un éditeur. Et donc, il a la responsabilité de faire en sorte que les journalistes, qui par ailleurs ont une indépendance garantie par tout un tas de chartes et de déontologie, vérifient leurs informations, ce que les vrais journalistes font, et qu'on ne publie pas de choses fausses. Donc ça, c'est la responsabilité d'un éditeur. Ça n'est pas la responsabilité d'une plateforme. Et c'est pour ça que ce débat entre est-ce qu'on est un hébergeur ou est-ce qu'on est un éditeur, il est fondamental. C'est-à-dire que personne n'ira poursuivre Twitter parce que les informations fausses ont été diffusées sur Twitter. Je vais finir. Oui, non, mais maintenant, si on décide de changer ça, on le change. J'y viens. Effectivement, on ne pourra pas continuer à considérer que celui qui permet la diffusion n'a aucune responsabilité dans la diffusion. Mais il faut quand même être conscient du fait que sur les plateformes, chacun d'entre vous, et notamment au nom de la liberté d'expression, peut poster ce qu'il veut. Et pourquoi ça a un rapport avec la question que vous posez? Parce que les plateformes, elles brident les contenus dits offensants, parfois de manière d'ailleurs assez automatique et pas forcément très subtile, mais elles n'ont pas les moyens de vérifier la véracité des informations avant de les diffuser. Donc si elles ont une responsabilité d'éditeur, ça veut dire qu'il y aura un temps de latence entre une information et sa diffusion, ce qui par rapport à notre problématique du temps et de l'immédiateté, vous le voyez bien, est compliqué, parce qu'il ne peut pas y avoir de responsabilité s'il n'y a pas de vérification préalable. Voilà. Donc je vous invite à réfléchir à ça. Moi, je suis aussi très convaincue que les plateformes seront régulées parce qu'il n'est pas possible que ce ne soit pas le cas. Ça fait courir... Mais par contre, là où le problème est compliqué, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que les êtres humains, on est tous sauf rationnels. On s'en fout de la vérité. Vous et moi. Ce qu'on aime, c'est les saloperies. Mais bien sûr. Sur l'autoroute, on ralentit quand il y a un accident pour voir si on voit les morts. Ah, il y en a 4, il y en a 3. Si vous voulez, on est comme ça. On veut du bien et en même temps, le bien nous emmerde. Et donc, par conséquent, le monde de l'information, c'est évidemment le monde des infox. Et vous et moi, on préfère une saloperie à la vérité. Donc c'est une lutte politique constante, c'est comme la démocratie, la bataille n'est pas perdue, mais il faut savoir que de toute façon, on préférera toujours un mensonge à une vérité. Et c'est pour ça qu'il est fondamental de retravailler, non seulement il faut renforcer les valeurs idéologiques du concept d'information, liberté, etc., mais il faut aussi retravailler les concepts de démocratie, c'est connu. Et comme par hasard, la question centrale de la démocratie, depuis Tocqueville et avant, depuis les Grecs, c'est qu'est-ce qu'on fait comme statut à l'autre? Les questions fondamentales n'ont pas tellement changé. Mais ce qu'elles ont changé, c'est le système technique, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est la prise de conscience. Si on a vraiment cru pendant 150 ans, plus il y aurait de tuyaux, plus il y aurait d'informations, plus il y aurait d'interactions, plus il y aurait de communication, plus il y aurait de vérité. On l'a tous cru. Et là, on est obligé, début du XXIe siècle, de s'apercevoir que ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que le monde du numérique n'arrivera jamais à faire plus de vérité que ça. On pourra le réguler. Mais il y aura toujours au bout d'un an plus de plaisir, de jouissance, à dire une saloperie. On s'en fout du bien. Alors on peut, moi je donne un exemple que j'ai donné pendant des années sans être entendu. J'ai quand même été, bon je suis un chercheur, j'ai beaucoup produit sur le rôle des médias et de leur responsabilité notamment. Et je disais au conseil d'administration de France Télévisions, ce qui n'est quand même pas rien comme média, ça suffit de faire, oui je vais dire, mais c'est important comme exemple de tragédie. Ça suffit de multiplier les chaînes d'information, etc. Il faut donner par bulletin d'information une bonne nouvelle. Parce que nous recevons, vous et moi, que des saloperies à longueur de journée. Quand même, quand vous êtes au conseil d'administration, que vous avez une réputation scientifique, que vous avez beaucoup écrit,
Il n'y a pas un président, il n'y a pas un ministre de la culture et de la com. Il n'y a pas même un premier ministre ou un président qui me dit « Ah, Volton, mais vous avez tout à fait raison, on va le faire ». Mais c'est heureux. Je suis heureuse que pas un Premier ministre, un ministre de la Communication ou un président de chaîne ne se mêle du contenu des journaux. C'est ça la charte de... Ah non, mais je vais finir, Monsieur Volton, s'il vous plaît. C'est la charte de déontologie journalistique, elle indique que le responsable du contenu, c'est l'éditeur, mais que la liberté de l'auteur est totale. C'est le pendant. Le pendant de ce régime de responsabilité, c'est la liberté de... C'est pas de ça dont je parle. C'est totalement ça. Donc imposer une bonne nouvelle... Ne démarrez pas à 20 secondes, c'est pas possible. Pas démarrer à 20 secondes, mais plutôt à 20 minutes. Écoutez, je la connais par cœur, l'idéologie journalistique. Elle ne marche hélas nulle part, parce que nulle part le monde de l'information peut être protégé pour l'instant. Ce que je disais, c'était un autre niveau d'analyse, c'est-à-dire que si jamais on ne comprend pas que la saturation de l'information, qui n'est que des saloperies, des guerres, des massacres et compagnie, n'est pas équilibrée par une production d'informations faite par des journalistes, faite par n'importe qui permettent d'avoir une vision du monde moins sinistre, on ira très mal. C'est tout ce que je dis. Et ils ne sont pas en cause les journalistes ni les hommes politiques, et c'est normal qu'un homme politique, encore eux, se fasse une représentation du monde de l'information. Je ne suis pas en train de débattre de la différence entre un journaliste et un homme politique. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas avoir un monde saturé de mauvaises informations sans s'étonner après que ça fasse de la haine, du racisme, de l'indifférence. Et qu'après on dit les autres m'emmerdent. Je veux dire, c'est clair. Et je ne comprends même pas que cette idée ne soit pas passée dans les démocraties européennes comme étant une obligation. Non, mais elle est très très bien passée dans les non-démocraties. Ça s'appelle pas des... Ça s'appelle de la propagande, mais il y a des bonnes nouvelles en Corée du Nord. Oui, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles en propagande, quand même. Ou alors, c'est que... Je veux dire par là, la question qui m'intéresse, c'est pas de dire le rôle du journaliste par rapport aux politiques, c'est-à-dire comment ça se fait qu'on ne réalise pas qu'on ne va pas pouvoir continuer à vivre longtemps avec une saturation de saloperies comme ça. C'est une vraie question ontologique. Mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Alexandra et justement je voulais rebondir sur le fait que justement on est dans une saturation d'informations et vous avez parlé tout à l'heure de l'acte justement, le fait de faire l'effort d'aller voter nous donne justement la valeur du vote. Et bien là, comme on est dans une saturation d'informations et que l'information on l'a facilement, comment se rendre compte de la valeur de l'information? Du prix de l'information. Voilà. Ce qu'elle vaut. Ouais. Là, on retombe dans les choses qu'on connaît, c'est-à-dire que la culture démocratique. Il y a une culture démocratique, notamment les journalistes, les médias et les hommes politiques qui peuvent sauver ce concept-là. C'est-à-dire qu'il y a une information, il y a un prix à l'information qui est un prix politique. C'est-à-dire le fonctionnement de la démocratie. Parce qu'un phénomène de démocratie, c'est quoi? C'est trois choses toutes simples. Hein. Un droit à l'opposition, des élections régulières et une liberté d'information. C'est ça une démocratie, quand on simplifie tout. Donc, il faut se battre, mais il faut que les acteurs, les différents acteurs, pas seulement les politiques, pas seulement les médias, là où les journalistes sont coincés, mais c'est coincé depuis 1820, il suffit de relire Balzac, c'est que la presse est à la fois une valeur fondamentale et une industrie, et un goût du pouvoir, et ça n'a pas changé, et ça ne changera jamais. Vous avez toujours des politiques complètement paranoïaques qui pensent que s'ils tiennent les médias, ils tiennent les consciences. On le sait que ce n'est pas parce qu'on tient les groupes de communication, on ne tient pas les consciences pour autant. Mais tous le pensent, dans tous les pays du monde. Je ne parle même pas des dictatures, je parle dans les démocraties. Donc peut-être qu'un jour, on comprendra qu'il ne suffit pas de tenir les tuyaux pour tenir les consciences, mais tous les pouvoirs politiques, économiques et financiers qui rachètent des groupes de communication le pensent encore. Et donc les journalistes ne sont pas assez protégés. Eux-mêmes ne sont pas des anges ni des saints, parce que entre ce que disent les journalistes sur leur profession, et c'est normal, parce que c'est des métiers individuels, moi je dis en permanence, nous les universitaires, on est la case après les journalistes. Et les journalistes, ils n'arrivent pas à assumer leur indépendance. Ils sont balayés, bousculés dans tous les sens, et finalement, ce sont des individus fragiles, dans tous les pays du monde démocratique. Nous, les profs, on pense qu'on est protégés par la tradition démocratique, par la culture, par la connaissance. Le jour où on privatisera complètement l'enseignement supérieur et la recherche, les professeurs d'université, les professeurs du secondaire et du maternel, ils disparaîtront et deviendront un marché comme un autre. La connaissance est déjà un marché. Donc, quand je critique les journalistes pour ne pas poser suffisamment le problème politique, je leur dis je ne vous critique en rien, en réalité, parce que vous êtes devant nous, mais derrière, c'est nous qui allons payer la même chose que vous. C'est-à-dire qu'on va dénaturer la fonction de l'éducation. On va la dénaturer parce que ça coûte trop cher, parce que les profs ne sont jamais d'accord, parce qu'ils ne sont jamais contents, parce qu'ils foutent le bordel dans le cerveau d'un gamin. Et que ça, c'est pas tolérable, c'est comme un journaliste. Donc, le problème, il est bien au-delà de l'information, il est bien au-delà de la presse. Est-ce que presse, connaissance, culture et communication
Ce sont des secteurs dont on va considérer qu'il faut absolument préserver un peu d'autonomie, ou bien on pense qu'avec beaucoup de fric, on va s'en sortir. Ben, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'avec beaucoup de fric, on va s'en sortir. Et je prends un exemple que j'ai encore entendu. Qui sera de manière à ce qu'on repasse dans le débat. Oui. Pourquoi les journalistes? Internet, les réseaux, c'est une catastrophe pour la presse. Les journalistes, depuis bêtement 10 ans, sont les premiers à avoir dit « mais non, c'est formidable, les réseaux, c'est la liberté d'expression, c'est un contre-pouvoir indispensable par rapport aux médias ». Et les journalistes eux-mêmes, qui ne vérifient pas les réseaux, qui ne peuvent pas les vérifier, sont les premiers à dire à chaque bulletin d'information « alors, qu'est-ce qu'il y a dans les réseaux aujourd'hui ?» Autrement dit, ils s'assassinent eux-mêmes. Ils devraient dire « il y a une liberté d'expression qui est fondamentale, ça s'appelle les réseaux. C'est bien, c'est mal, on s'en fout. C'est un monde qui n'est pas le nôtre. » Mais le nôtre, qui est le monde de l'information lié à la politique, à l'histoire, aux valeurs démocratiques, voilà comment on le caractérise. Et nous, on parle de ça, pas du reste. Et là, pensant se sauver de cette espèce de critique constante qu'il y avait contre les médias, ils se disaient, mais c'est formidable, Internet, c'est la liberté critique. Non, c'est la liberté critique, mais c'est aussi la poubelle. Et c'est aussi la face noire. Donc les journalistes auraient dû être les premiers, mais je ne les critique pas du tout, à faire le distinguo entre le monde de l'information tel qu'il remonte sur les valeurs depuis le XVIIIe siècle, et cette espèce d'explosion d'informations par les réseaux, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, ils sont en train de rétro-pédaler. Mais si vous voulez, c'est un peu tard, parce qu'eux-mêmes disent qu'est-ce qu'il y a dans les médias, qu'est-ce qu'il y a dans les réseaux aujourd'hui. Donc eux-mêmes, vis-à-vis du public, n'arrivent pas à dire tous les matins, oui, elle va se tenir cette veste, bon Dieu. Vous comprenez, si un journaliste ne dit pas tous les matins, écoutez, il y a le monde des réseaux, il y a nous, comment voulez-vous que vous et moi, on le fasse cette distinction? Et ils ne la font pas. Parce qu'ils pensent quand même que les erreurs des médias, si on va du côté des réseaux, il n'y a pas trop d'erreurs, mais elles sont 10 fois pires, parce qu'il n'y a aucune déontologie. Dominique. Je crois qu'on peut répondre à votre question aussi en se plaçant du point de vue de l'individu. Hein, puisque quand on parlait du fait d'aller voter, on parle de l'effort. On parle du prix, du coût en termes d'effort, pas de la valeur pour la société, comme vient de le faire M. Volton. Il y a eu un grand malentendu pour toute l'industrie des médias au moment de l'émergence d'Internet, c'est qu'on a cru que c'était une économie, entre guillemets, de la gratuité. C'est-à-dire qu'on a pensé, et vous l'avez tous vécu, qu'on allait diffuser gratuitement des contenus et que ça serait rémunéré par la manne publicitaire. Il s'est vite avéré que ce n'était pas le cas. Mais entre-temps, on a fait perdre, entre guillemets, aux individus la notion du prix de l'information. Pourquoi payer quelque chose que je peux avoir gratuitement? Ça a même commencé avec la presse gratuite, hein, si on veut être tout à fait honnête. Et donc aujourd'hui, tout le travail consiste à, c'est ce que font un certain nombre de grands titres, comme le Washington Post ou comme Le Monde, etc., mais vous le voyez partout, à ne plus diffuser de contenu gratuit et à ramener l'information de valeur dans un champ où la valeur est signifiée aussi par le fait que vous la payez, donc que vous faites un effort. De l'information gratuite, ou en tout cas quelque chose qui ressemble à de l'information qui est gratuite, il y en a partout, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé en continu, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que vous iriez payer le travail d'un journaliste si vous pouvez l'avoir gratuitement en rémunération de votre temps de cerveau disponible, puisque c'est ça le modèle économique? C'est là qu'il y a une question effectivement qui se pose, c'est pourquoi payer? Et pourquoi payer uniquement si on a conscience du fait que derrière un travail journalistique, il y a une déontologie, une recherche, une valeur. Et je crois que c'est ça le grand enjeu dont on est en train de parler. C'est vraiment ça le problème. Hein, c'est comment on arrive à bien faire la différence, je vous rejoins parfaitement là-dessus, entre quelque chose qui est non vérifié ou non sourcé et qui est diffusé, et quelque chose qui est effectivement le résultat d'un travail journalistique qui a été passé au filtre de tout ce qu'un journaliste est censé apporter à son travail, c'est-à-dire de la rigueur, de la déontologie, de la culture, j'en passe, et des meilleurs. Ils ne sont pas tous formidables, hein, mais en tout cas c'est ça. Donc comme nous, on vit dans une civilisation de l'immédiateté, de la gratuité, de la satisfaction de la pulsion, quand vous arrivez sur un article qui a l'air bien, mais qu'il faut payer ou s'abonner pour le lire, peut-être que vous lâchez l'affaire et que vous allez plutôt lire un truc qui vous attrapera par sa forme et qui sera gratuit, mais qui sera gratuit puisqu'il n'a pas de valeur. En fait, ça pose la notion de client. Qui est le client? Qui paye? Et effectivement, avec le mot à dire qu'on peut avoir dès lors qu'on n'est pas client, mais effectivement, on a moins... Pour moi, c'est la vraie révolution du modèle économique de la presse. Je vais vous parler de l'Obs, puisque c'est un journal que je connais bien. Pendant des années, l'Obs, c'est un journal qui appartenait à quelqu'un qui s'appelait Claude Perdriel, qui était un grand industriel et qui est un homme assez exceptionnel et incroyable. Il avait une stratégie économique très simple. Il augmentait beaucoup le volume d'abonnés en proposant des cadeaux
avec l'abonnement. Donc on peut dire qu'il achetait des abonnés. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de l'époque où on plaisantait en disant... Des sacs de voyage, des télévisions, des... Il en a même fait un business, mais ça je vous le raconterai un autre jour. Quand je suis arrivée à l'Obs, j'ai découvert qu'il y avait aussi une activité de vente par correspondance. Et vous dire s'il y avait... Bon, voilà. Mais, donc en gros, pour vous abonner à l'Obs, on vous offrait une télé quasiment. Donc, vous ne saviez plus très bien si vous achetiez la télé et que vous aviez le journal ou si vous aviez vraiment acheté le journal. Mais pourquoi il faisait ça? Parce qu'en échange, il pouvait dire j'ai 550 000 abonnés, ma page de pub, elle est super chère. Et donc finalement, les journalistes, pardon pour eux, se prenaient pour les rois du pétrole. Et on comptait des exemplaires qui permettaient de valoriser la page de pub très chère. Et c'est la pub qui payait le journal. Mais ça s'est arrêté. Et donc maintenant, il faut travailler pour le lecteur. Et là où il y a quelque chose qui est quand même très intéressant dans la révolution numérique, c'est que quand vous publiez un article sur un site, vous savez exactement combien de gens l'ont lu. Et tout d'un coup, on ne peut plus s'abriter derrière l'idée que on a imprimé 550 000 exemplaires, on est vraiment très fort. On sait. Et parfois, c'est assez cruel. Donc, ça ramène aussi quand même, disons, quelque chose de positif sur cette histoire. Ça ramène aussi une forme de réalité dans la puissance de certains titres ou de certains contenus, et une forme de réalité, ou en tout cas d'honnêteté dans l'économie, parce qu'aujourd'hui, la part de la publicité dans le financement des médias diminue de plus en plus, et ils sont financés de plus en plus, ceux qui survivent, par l'abonnement et donc par le vrai client. Ça pose la question du client. Moi, je trouve que c'est sain. Je vais faire une objection. C'est pas trop, c'est normal, c'est un débat. Mais la question que je me pose, je n'ai pas de réponse. Jusqu'où est-ce que le paiement... comment dirais-je, jusqu'où le fait de payer permettant de revaloriser, par exemple, la presse, où on peut généraliser l'édition, le théâtre, le cinéma, je ne sais pas. Parce que oui, c'est vrai que quand même, qui paye quoi, c'est quand même important. Et, mais il y a je pense à la seconde au psy malhonnête qui fait payer des gens alors qu'il est complètement en cloche. Donc il ne suffit pas de payer pour qu'on rétablisse la vérité et la légitimité. Et l'objection que je veux faire est la suivante, c'est que bon, j'ai quand même beaucoup travaillé sur l'histoire de la communication et des médias. On a détesté la radio et la télévision pour deux raisons. La première, c'est qu'hélas, la première utilisation a été faite par les fascistes italiens et ensuite par les Allemands. Donc on a considéré que les médias avaient manipulé les consciences. Donc c'est deux mauvais exemples historiques, c'est vrai. Et ensuite de ça, on s'en est méfié à la sortie de la guerre, parce qu'on a dit, oh là là, avec l'influence de ce qui s'était passé à partir de 1925, les médias de masse, c'était la manipulation de masse. Donc, notamment le monde académique a toujours regardé avec une espèce de méfiance très critique l'essor extraordinaire au niveau mondial de la radio d'abord, qui reste le premier média du monde, hein, la radio. Et la télévision ensuite. Donc on a haï ce qui était une victoire politique extraordinaire, c'est les médias de masse. Parce que les médias de masse, c'est le pendant de la culture de masse, c'est le pendant de la démocratie de masse. C'est-à-dire que par la radio et la télévision, on a tiré des millions de gens. Et on ne dira jamais assez le bien qu'ont fait la radio et la télévision. Mais c'était mauvais parce que mauvais souvenir, et puis parce que les élites étaient persuadées que le peuple était manipulé par les médias. C'est ça l'idée. Arrive Internet, renversement invraisemblable. Et vous l'avez dit. Au moins, quand on écrit quelque chose sur les réseaux, on sait combien de gens ont lu. Alors, deux objections. La première... Pas sur les réseaux, excusez-moi, quand on publie un article. Oui, d'accord, peu importe le support. Si jamais on évalue la qualité d'un texte ou d'une chanson, ou peu importe, on peut généraliser, à l'audience qu'elle a, c'est catastrophique. C'est pas ce que j'ai dit. Attends, mais je ne parle pas de vous, je suis sur un raisonnement. Je dis que l'idée de penser que les médias de masse, c'est mauvais parce que ça gère beaucoup de monde et que plus on est sur Internet, plus on a des followers, plus on a des gens qui nous suivent, mieux c'est, il faut quand même répondre à la contradiction. Et moi, ça ne fait que 15 ans que je la pose. J'ai écrit mon premier livre sur Internet et après, il y a 20 ans. Vous savez, un chercheur, il faut quand même lui reconnaître la distance. Moi, je ne suis pas l'observateur, mais ça fait 20 ans que je fais de la recherche fondamentale. Donc, je voudrais quand même bien qu'on écoute un peu un raisonnement et pas seulement M. Perdriel. Je n'ai rien contre Perdriel. Mais des fois, ça m'énerve un peu. J'ai envie de dire, je suis au moins aussi intéressant avec mes collègues chercheurs que des chefs d'entreprise, quand même, vous comprenez. Quand je dis qu'on a détesté les médias de masse parce que ça fait beaucoup de monde et qu'on adore Internet parce que ça fait beaucoup de monde, merde.
Pourquoi est-ce que c'est bien quand on est sur Internet et pourquoi est-ce que c'est mal si on écoute RTL? C'est quand même un problème. Je pense que j'ai dit exactement le contraire. Hein. C'est-à-dire que j'ai dit que le fait d'avoir une visibilité sur le nombre de gens qui lisaient réellement était justement un retour à la réalité. Et je vais finir, si vous voulez bien. Et je n'ai cité M. Perdriel que pour indiquer que le modèle économique qu'il avait mis en place. Est-ce que je peux finir mon raisonnement? Comme vous avez l'habitude de gérer, laissez parler quelqu'un qui ne pense pas comme vous, quand même. Merci. J'ai fini mon raisonnement. Non seulement la quantité n'est pas... C'est pas la peine de faire... La communication non verbale, ça existe, hein. Je regarde. Je suis consciente de ce que j'aimais, monsieur. D'accord, bon, alors à ce moment-là, alors laissez l'autre recevoir comme il a envie de le recevoir. Merci, mademoiselle. Je finis mon raisonnement. Et le nombre de textes, de poèmes, de morceaux de musique, de n'importe quoi qui ont été formidables et qui n'ont jamais eu de succès, qu'est-ce qu'on en fait dans cette économie du quantitatif? Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai rien contre ce que vous faites, j'ai aucune opinion négative. Je dis simplement que j'en ai marre d'entendre des espèces de stéréotypes constants. Non, c'est pas bien de savoir exactement ce que l'effet, la réception de X milliers de messages. Non, c'est pas forcément bien, c'est pas forcément un progrès. Parce que c'est les industries qui sont derrière. Et la segmentation de nos sociétés et la marchandisation de l'ensemble de nos trucs, elle est directement là. Et qu'est-ce qu'on fait d'une œuvre qui n'a aucun effet pendant 50 ans, 60 ans, et qui, 70 ans, ressort? Le monde du quantitatif, c'est le monde d'aujourd'hui. Et M. Perdriel, comme BVA et compagnie, que les autres, vous êtes là-dedans. Je ne vous critique pas, mais vous devriez au moins avoir, je ne sais pas comment dire, la curiosité de dire, mais qu'est-ce que pense quelqu'un qui ne pense pas comme nous? Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le monde de la communication. Si je dis des choses qui ne sont jamais dans l'air du temps, il faudrait quand même qu'on dise pourquoi. Et j'écris court, j'écris beaucoup, j'écris simplement, je suis à la radio, je suis à la télévision, je suis dans le monde, je suis traduit. Pourquoi le message que j'aimais, il ne passe pas, y compris chez vous? Moi, j'ai jamais vu un sondeur qui dit... Je ne suis pas un fanat des sondages. Jamais une des boîtes de sondages. La vôtre et les autres m'a dit, tiens Dominique, allez, on vient à déjeuner, parce que tout le monde a déjeuné. On prend 2 heures avec toi. Et tu nous expliques pourquoi tu n'es pas un fanat des sondages. Que dalle! Je les connais tous, ces sondeurs. Tous, depuis 30 ans. Ah, c'est intéressant, l'heure de pauvres cons. Il n'y a pas de curiosité. Et je n'ai rien contre vous. Mais je prends les sondeurs. Mais je peux prendre les médias, pareil. Pareil. C'est-à-dire, dès qu'on veut... La tragédie actuelle, et je m'excuse, je peux le dire parce que je suis dans cette situation-là. Si vous ne pensez pas comme les autres, observateurs compris, vous n'êtes pas entendus. Et le monde du numérique, avec les idéologies qu'il gère, est un monde extrêmement dangereux parce qu'il ne supporte pas l'altérité. Et il y a des époques où, en Europe, il y avait beaucoup plus de liberté de la pensée qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de bouquins, il n'y a jamais eu autant d'Internet, il n'y a jamais eu autant de radio, il n'y a jamais eu autant de télé, il n'y a jamais eu autant de conformisme intellectuel. Moi, je suis au CNRS, en recherche fondamentale, et je n'ai que 45 ans d'expérience. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, et je suis au cœur de la recherche fondamentale. Ben, je peux vous dire que la recherche fondamentale, elle n'intéresse pas une seconde les sondeurs, les médias, les politiques. Pas une seconde. Monsieur, mais pas une seconde. Monsieur, on a fait connaissance il y a 1 heure, donc savoir ce qui m'intéresse ou ce qui ne m'intéresse pas. Mais moi, je vais vous répondre. Ce que je lis ou ce que je ne lis pas. Je vais juste finir là-dessus. Je vais juste finir là-dessus. Je pense que l'altérité, et reconnaître l'altérité comme vous le prêchez et comme je pense que vous avez raison de le prêcher, ça suppose aussi de bien vouloir accepter que sans avoir le même parcours que vous, on puisse avoir une opinion et une forme d'expérience qui peut avoir une valeur. Archi-dominante. Mais monsieur, je dis, il n'y a pas d'altérité, on ne supporte pas d'altérité. Il faut quand même apprendre à reconnaître que vous pensez d'une certaine manière et d'autres ne pensent pas pareil. C'est tout ce que je dis. Jeune homme. Alors, bonjour. Et après une question. Je m'appelle... Hein? Allez-y, allez-y. Je m'appelle Lounès Belloul. Je suis en 2e année de licence d'informatique à Supinfo. Et j'aimerais revenir au cœur du sujet qui est la révolution de du numérique et de l'information. Et j'aimerais revenir à la relation que vous avez entre la communication et l'information. Vous disiez que c'était 2 domaines complètement dissociés, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris. Et on a appris que les réseaux nous informaient de plein de choses qui pourraient être très utiles et qui bénéficient les générations futures, qui sont, comme dit précédemment, totalement addictes à ces réseaux sociaux. Et on a appris par exemple à comprendre ce qu'est l'autisme, ce qu'est les handicaps qui ne se voient pas, et donc à directement améliorer notre communication vis-à-vis de ces personnes. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que vous ne pensez pas que l'information est un pilier de la communication, d'une meilleure communication? Et dans un deuxième temps, j'aimerais poser la question à un peu tout le monde.
de est-ce qu'on a réellement besoin de cette révolution du numérique et de l'information? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'améliorer ou de changer les choses? Et si oui, pourquoi? Hélas, on a même pu se poser la question, a-t-on vraiment besoin de cette révolution du numérique ou de l'information? Qu'on réponde oui ou qu'on dise pour non, hélas, l'affaire est partie. Si le capitalisme, c'est quand même quelque chose qui est vachement bien foutu. C'est une alliance géniale entre la technique et l'économie. Et ça, c'est parti avec le téléphone, la radio, la télévision, Internet, les réseaux, tout le bazar. Donc, on n'en sortira pas. Par contre, la question, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut faire de la politique démocratique pour le réguler, pour introduire des questions de sens et compagnie. Mais l'idée de base, c'est de sortir. Qu'est-ce qu'on dit? On dit en gros depuis un siècle, plus il y a d'informations, plus c'est, en gros, mieux c'est pour la démocratie. Là, je pense que ça, c'est faux maintenant. Voilà. C'est-à-dire qu'on a changé, comme toujours dans l'histoire, il y a des changements. Et je pense que la quantité d'informations, elle est utile pour l'économie des données, ça oui, mais c'est pas utile pour tout le monde. C'est utile pour les boîtes mondiales, c'est utile pour les GAFA. C'est pas forcément utile pour la démocratie. Et si jamais on veut repenser le statut de l'information et de la communication, là, il faut faire énormément de travaux théoriques pour savoir jusqu'où on peut s'en servir à partir de... Autrement dit, je vais dire ma phrase plus simplement. Le jour où il y aura des mouvements politiques dans le monde, notamment le monde occidental, sur les limites d'Internet, sur le fait que ça ne va pas ontologiquement, que ce n'est pas une civilisation nouvelle, ce n'est pas un nouvel homme, etc., et qu'il y a plus de prix à payer que d'avantages à gagner, le jour où il y aura des mouvements politiques forts là-dessus, je dirais la pensée critique a gagné. C'est-à-dire qu'on équilibrera. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Ça s'accélère, la pensée critique, mais pas beaucoup. On est encore dans une adoration. Et vos générations, mon pauvre ami, je vous ne dirai rien, mais vous êtes complètement dedans. Alors vous allez en sortir. Moi, je pense que c'est vous qui allez envoyer les premiers ordures rouillés au fond du jardin. Je pense que ceux qui sont nés avec vont être les premiers qui vont en sortir. Mais il faut une rupture culturelle gigantesque. On n'y est pas encore. On est à faire des politiques du numérique. Vous voyez ce que je veux dire? Si on fait une politique numérique, c'est qu'on n'est pas dans la pensée radicale. Alors peut-être pour prolonger, en fait, on a un très bon exemple, c'est les Google Glass. Vous savez, c'est les lunettes de Google. Google Glass avait une technologie, un outil qui fonctionnait en termes théoriques, c'est-à-dire que les logiciels fonctionnaient, ils l'avaient industrialisé, ils étaient fabriqués. Simplement, à un moment, l'opinion publique a considéré que c'était dangereux que des gens se promènent avec la capacité de capter des images. Et Google, qui est une entreprise, alors qu'ils en avaient la capacité technique, la capacité industrielle, s'est dit, si le marché se retourne contre moi, c'est pénalisant. Et donc a décidé de suspendre et de ne plus diffuser ces produits. Et donc c'est là où, en tant que citoyen, consommateur et lecteur, par notre choix et nos usages quotidiens, on peut façonner. Parce que, comme ça a été dit, ce sont des entreprises, et si à un moment les clients se détournent, simplement ça suppose, et là on revient au propos de Dominique au début, qui est de dire, alors on n'a pas parlé de schizophrénie parce qu'on n'allait pas faire une qualification mentale, mais en tout cas une contradiction constante entre je sais que c'est pas bon pour moi, et c'est pour ça que je parlais de fumez-tu sur les paquets de cigarettes, la personne est informée, mais elle continue à consommer ce qui est en principe antinomique. Et bien là, effectivement, il faut quand même qu'en tant que consommateur, en tant qu'usager, en tant que client de l'économie numérique, on a un rôle à jouer, et on a quelques exemples où effectivement la masse, le collectif a pu bouleverser les modèles d'affaires, comme disent les Canadiens, les modèles d'affaires de ces grandes entreprises. Non, juste un mot, parce que oui, je crois que c'est... je peux vous tutoyer, jeune homme. Je crois que c'est ce que tu disais aussi. Il y a bien sûr des effets positifs là-dedans. C'est-à-dire que moi je vais en citer un seul, mais le mouvement MeToo, il vient des réseaux sociaux, il a provoqué des changements, y compris des changements de législation et des changements de regard de la société sur un certain nombre de faits. Et effectivement, cette émergence a été rendue possible par les réseaux sociaux. La sensibilisation à la différence, au handicap, l'élévation continue du niveau de tolérance sur les minorités sexuelles, les problématiques de genre, etc., est très largement nourrie par les réseaux sociaux. Donc, je crois qu'il y a aussi, et c'est bien de le dire, des effets bénéfiques à cette libération de la parole. La manière de la réguler, de l'encadrer, d'éviter les effets antidémocratiques qu'elle peut avoir, moi je ne sais pas, en toute honnêteté. Je perçois le problème, mais j'ai aucune idée de comment on le résout. Mais je constate, dans mon travail d'observation, qu'il y a aussi ces effets-là, et il faut le dire. Alors, on avait un monsieur juste à votre droite, pardon, j'essaye de refaire de la géométrie dans l'espace, et ensuite vous aurez bien, monsieur, bien évidemment la parole. Non, à votre droite, donc. Et hop. Hop. Bonjour, merci de me donner la parole, merci pour la qualité de vos interventions. Voilà, madame parlait
de la vérification de l'information et de la qualité de l'information garantie par le fait que l'information était payante. Une simple remarque, il me semble qu'il y a un quotidien qui s'appelle 20 minutes, qui est gratuit, disponible au plus grand nombre et qui permet justement en 20 minutes, c'est-à-dire dans le trajet d'un train des banlieues, de s'informer des grandes lignes de l'actualité, et que c'est un média qui est lu par le plus grand nombre et qui a rarement démenti. Et pourtant, il est gratuit, donc il doit être de qualité. Et donc, par rapport également à cette altérité dont parle M. Volton, il me semble que effectivement cette altérité est parfois mise à mal, c'est vrai, mais qu'on peut retrouver cette altérité au travers de la communication interpersonnelle. Par exemple, des communications toutes simples. Dans le trajet d'un bus ou d'un train de banlieue, il m'arrive de parler à des gens que je ne connais pas, et je leur parle de ma passion pour la peinture, de ma passion pour la littérature, et c'est une communication. Évidemment, c'est une communication qui est minimale, mais c'est une communication tout de même, et ça permet de rétablir une altérité, puisque j'engage un dialogue avec des gens que je ne connaissais pas il y a 5 minutes et que je ne reverrai peut-être pas, mais j'essaye moi aussi de rétablir une altérité à travers une communication, même si cette communication peut paraître, disons, superficielle. Donc voilà, c'est vrai que je constate cette distorsion entre information et communication, mais enfin j'essaye à mon petit niveau de rétablir une communication, disons, égalitaire. Voilà, deux simples remarques. Voilà. Oui. Merci. Dès que vous prononcez le mot rencontre, c'est gagné. C'est-à-dire vous touchez un autre mot qui s'appelle l'expérience. Dès qu'il y a l'expérience, il y a l'altérité. C'est que ça ne marche pas. Donc c'est compliqué, donc c'est formidable. Les 4 minutes de discussion dans un métro, c'est sauvé. C'est sauvé, ça veut dire quoi, sauvé? Ça veut dire que vous avez mesuré l'altérité et que du coup, il y a à la fois la sympathie ou pas la sympathie, peu importe. Et là, je vais le dire autrement. Il y a une catégorie d'analyse qu'il faut absolument développer si on veut développer un esprit critique réel sur le monde du numérique, c'est la catégorie de l'expérience. Pas l'expérience numérique, mais toutes les autres formes d'expérience. Pour que les individus dans leur tête aient le plus tôt possible un rapport entre le monde numérique avec ses facilités, ses progrès, ses erreurs, etc., et le reste. Parce que pour l'instant, ce qu'il faut pointer du doigt, c'est que la difficulté, c'est d'arriver à penser hors ce monde numérique. Pour l'instant, il englobe tout, tellement il est efficace et séduisant. Là, on n'a pas assez parlé. Pourquoi il y a autant de gens qui s'en occupent dans le monde? C'est parce que c'est quand même extraordinairement séduisant. Pour sortir de cette séduction, il faut offrir autre chose. Et mon hypothèse pour l'instant, c'est que pour présenter de l'altérité, il faut au moins multiplier des situations d'expérience qui n'ont rien à voir avec la vitesse et la performance et la rationalité du monde numérique. Il faut arriver à sortir de cette rationalité, de cette performance, ce qui n'est pas évident. Ou pour le dire autrement, si vous voulez, la bataille, elle dure depuis qu'il y a des ingénieurs, c'est sortir de la logique des ingénieurs, parce que c'est une logique d'ingénieur, le monde numérique. Il y a des grandes philosophies du monde. Le monde paysan qui a disparu complètement, on se rendait compte qu'on était en train de retrouver ce que représentait le rapport au temps, à la nature, etc., du monde paysan qu'on a massacré pendant 150 ans. Il faut voir. Le monde industriel, il n'arrive même pas à ressortir de l'univers dans lequel il était. Parce que quand le numérique est arrivé, quand l'informatique est née, on a dit mais ça suffit du monde industriel, c'est le passé. Ce que je veux dire par là, c'est que les révolutions scientifiques et techniques sont d'une violence inouïe. Et mieux vaut pas être perdant. Mieux vaut pas être perdant. Même si 150 ans après, ça revient. Une autre question. Alors, monsieur, hop, juste à côté. C'est une réflexion que je vais admirer Nicolas, parce que vous êtes là dans un magnifique disputatio où vous aviez 2 Dominique, qui est remarquable. Vous êtes tous les 2 remarquables parce que vous avez des points de vue qui se respectent, mais l'homme comme le lapin s'attrape par les oreilles. Nous vous avons écouté. L'homme comme le lapin s'attrape par les oreilles. Et avec l'âge, Dominique, c'est dommage parce qu'on a du mal à entendre. Mais on vous entend très bien tous les 2. C'est très gentil. Non, c'était super gentil. C'était très aimable. C'est fait. Mais je ne la connais pas cette phrase. On attrape un lapin par les oreilles? Par les oreilles. Donc il faut l'intéresser par son propos. Autrement dit, il faut communiquer. C'est pas qu'une affaire de physique, c'est une affaire d'oreille. Pardon, est-ce qu'il y avait une remarque, question, commentaire, monsieur au
Deuxième rang. Bonjour, merci de cet échange. J'ai 2 questions en réalité. Et madame, si vous me permettez, je voudrais poser la seconde en premier à monsieur Volton. Monsieur Volton, vous... Posez la seconde en premier, est-ce qu'elle devient la première? Votons pour la qualifier de première. Je vais donc considérer que j'ai votre permission et je vais poser la deuxième question en premier à monsieur Volton, si vous l'acceptez. Vous êtes têtu, vous avez raison. Vous nous avez décrit une situation complexe, pour ne pas dire apocalyptique, pour ne pas dire bordélique, c'est comme ça que je l'ai comprise. Vous nous avez exprimé votre savoir, vos recherches, votre science, vos convictions. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, il n'y a rien de caché derrière ma question, selon vous, quelle est la solution? En quelques mots? Oui, vous avez 20 secondes. Du point de vue de la philosophie, en fait, du point de vue de la philosophie, alors, un gros, du point de vue des... J'ai fait, il y a très très longtemps, mais il m'a marqué, enfin, j'ai fait 4 livres d'entretien dans ma vie qui m'ont prodigieusement marqué, en dehors de mes propres livres, Raymond Aron, le cardinal Lustiger, Jacques Delors, pour l'Europe et le pape. Et Aron, qui est le premier, donc j'ai 30 ans, m'avait dit, moi Dominique, je suis un sceptique actif. C'est-à-dire, je ne suis pas particulièrement optimiste sur la nature humaine, mais je vois le verre un quart plein. Et ben, en gros, c'est la même philosophie. C'est-à-dire que, oui, la guerre est l'horizon des sociétés, ça oui. En fait, le lien pour lequel je me suis bien intéressé, les relations ont été si fortes avec Aron, Lustiger et le pape, c'est que c'est trois destinées qui sont obsédées par la guerre. Comme je suis obsédé par la guerre, je ne sais pas pourquoi. Et si vous êtes obsédé par la guerre, c'est que vous êtes obsédé par la destruction, la mort. Donc, naturellement, il faut rétropédaler. Comment est-ce qu'on peut mettre de l'optimisme? Donc, ça oblige à réfléchir, scepticisme actif, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut quand même permettre... Alors, sur les affaires qui sont les miennes, le rapport de l'homme à la technique, la mondialisation a foutu un sacré bordel parce que les enjeux économiques et financiers en 30 ans ont tout mélangé. Le progrès, la démocratie, la fin du communisme. Donc là, je suis beaucoup plus optimiste, c'est que les Européens, encore une fois eux, parce que je pense qu'on est quand même parmi les moins cons du monde, on a fait tellement de saloperies et tellement d'erreurs que... Hein, parce que nous, n'oubliez pas qu'on a conquis le monde, on l'a dominé, on l'a écrasé, et notre force à nous, les Européens, c'est une force inouïe que nous ignorons, et nous avons été battus par tous nos colonisés. C'est-à-dire que nous sommes la seule puissance historique qui a colonisé le monde et qui a été battue. Donc ça veut dire que n'importe quel petit Européen, de l'allemand au espagnol au portugais, il sait dans sa tête que la tyrannie de l'Europe ou sa domination, elle s'est terminée, et nous sommes partis la queue entre les jambes. C'est une force gigantesque. Donc ça veut dire que pour inventer l'histoire, mine de rien, on n'est pas si mal que ça. Puisqu'on sait qu'on est capable d'être tué. Donc sur l'affaire du numérique et la suite de la révolution technique, mais ça va bien au-delà, c'est sur l'atome et tout le bazar. Je pense que le fait d'avoir été si loin dans les risques de destruction fait qu'en définitive, nous sommes probablement, nous les Européens, les premiers qui vont pouvoir sortir de cette idéologie du progrès scientifique et technique, qui est une idéologie d'une puissance gigantesque, d'une efficacité gigantesque. Moi, j'appartiens à une boîte qui s'appelle le CNRS. Elle a inventé le nucléaire. Donc, quand vous êtes un chercheur là-dedans, putain, vous avez une certaine fierté. En même temps, on a inventé la mort. Et c'est fait. Tout ça, ça a été inventé à Meudon, là où le CNRS avait ses premiers bâtiments dans les années 35-37. Donc, pour revenir à votre question, sceptique actif, ça veut dire que dans chaque situation, il faut savoir comment on peut sortir. Oui. Et moi, je suis obsédé par les sorties. Voilà, je vais vous répondre plus nettement. Excusez-moi, je suis confus. J'ai écrit, à l'introduction d'un de mes livres qui s'appelait Penser la communication, j'ai dit il existe une marge de manœuvre. Et c'est ça mon obsession. Voilà. C'est-à-dire trouver toujours, je déteste les déterministes. Je déteste les gens avec les lois de l'histoire qui vous disent c'est foutu, gna gna gna. Moi, je dis non, c'est toujours une solution. Et l'association que je fais, excusez-moi, c'est un souvenir personnel qui est fort, c'est que j'avais une relation très forte avec Simone Veil. Et elle m'avait dit un jour une phrase qui m'a bouleversé. Elle m'a dit Dominique, j'en ai marre d'entendre que les Juifs se laissaient massacrer, gna 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 gna. Parce que même sur les rampes d'Auschwitz, il y avait des ongles, enfin, les gens avaient. Et j'en ai le frisson, excusez-moi en vous le disant, parce que c'est exactement ça pour moi. Il existe une marge de manœuvre. C'est que même au dernier moment, même quand on sait, l'homme est capable de dire non. Et c'est cette grandeur humaniste à laquelle j'adhère à 100%, et avec les grands courants de pensée philosophiques, même si je suis athée, mais si vous voulez, il n'y a pas de déterminisme, voilà. Et je hais les lois déterministes. Parce que...
Voyez? Mais voilà, mais je suis un petit bonhomme, mais c'est vrai que si vous voulez, pourquoi j'ai gueulé tout à l'heure chercheur? Je ne sais pas moi je vais vous dire ce que c'est qu'un bon chercheur. On ne pense pas comme les autres. Je ne sais pas pourquoi je ne pense pas comme les autres. Mais ça fait 50 ans que je souffre de ne pas penser comme les autres. Vous comprenez? Moi, je rêverais d'être normal. Alors moi, je crois que ça vient du temps. Non, mais je crois que ça vient du temps dans lequel... Non, mais c'est très important, parce qu'une entreprise va avoir le trimestre comme horizon, le semestre... et d'ailleurs, la notion de qu'est-ce qu'un court terme et un moyen terme, l'appréciation. L'intérêt du chercheur, c'est de travailler sur un temps long. Oui, mais on ne nous écoute pas, on s'en Ah non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est une fois que le travail est... Une fois que le travail est fait. Sortez de cette paranoïa. Mais c'est pas vrai. Non, voilà, parano. Non, mais quand même. Alors, votre première question désormais pour Seth Dominique. Ma première question pour vous, madame, merci de m'avoir permis de poser la seconde en premier. Ma première question est exactement la même. Vous nous avez exprimé un point de vue intéressant et qui est le vôtre par le biais de métiers que vous pratiquez, que vous avez pratiqués. Ceux des sondages, la fragmentation, des quotas, des analyses, des études, d'une part, ceux du journalisme, de la vérification de l'information galvaudée à travers les médias gratuits, etc. Vous êtes donc confronté à une problématique qui est la même, qui est difficile. Selon vous, quelle est la solution ? C'est difficile de répondre à cette question, surtout après ce qu'on vient d'entendre. Je partage une chose absolument fondamentale, et je suis aussi émue de ce qui a été entendu, c'est que je crois qu'il faut faire confiance à l'homme dans sa capacité à parfois gérer ce qu'il a souhaité ou créé lui-même. Bon. On a beaucoup parlé d'altérité. Moi, j'ai envie de vous amener un autre mot qui est celui d'humilité. Et je pense que... Oui, pas humidité, mais humilité. Je pense qu'il faut être... et je crois que c'est une chose dont nous manquons beaucoup. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes confrontés à des situations qui sont pour partie inédites. Il y a des choses qui sont extrêmement structurelles et qui existent, on l'a dit ici, depuis des siècles, et qu'on a oubliées, ou dont on s'est cru libéré. Et puis il y a des choses pour partie inédites, notamment cette accélération et cette fragmentation, qui nous mettent au défi de prendre des trucs dans la figure et d'y réagir. Donc il y a l'humilité, et puis, je vais revenir à ce que disait Nicolas, moi je pense qu'il y a deux grands défis et que la solution, elle est dans la résolution de deux tensions. Je ne vous dis pas que j'ai la solution, je vous dis que je pense qu'il y a deux tensions à résoudre aujourd'hui. Il y a celle entre le temps court et le temps long. Quand on est dans la jouissance immédiate de quelque chose qui possiblement détruit la planète, possiblement génère des torts à la démocratie, etc., on est au cœur de cette tension entre le temps court et le temps long. Moi maintenant. Mais on est aussi au cœur de la tension entre l'individu et le collectif, ce qui peut être le sujet de l'altérité. Moi maintenant, les autres, tous ensemble, ou pas tous ensemble, mais un collectif dans un temps long. Il est devenu quasiment impossible aujourd'hui d'amener, je le dis avec pour le coup un peu de pessimisme, d'amener les individus à concilier leurs exigences égoïstes, ou en tout cas personnelles, immédiates, avec un bienfait, un bénéfice, appelez ça comme vous voulez, de temps long et plus collectif. Donc pour moi, et pardon parce que là je sors un peu de mon métier, je vous dis plutôt ce que je crois, je pense que la vraie difficulté c'est à penser un collectif différemment, c'est-à-dire ni quelque chose qui soit l'homogénéité, la cohésion, l'identité française, que sais-je encore, ni quelque chose qui soit une segmentation consumériste, mais un collectif, pour autant, et à réintégrer cette notion de temps long. Et Nicolas a parfaitement raison, l'entreprise elle est au cœur de ça. Aujourd'hui, avec la loi Pacte, avec un certain nombre de choses, toutes les entreprises se piquent d'avoir une durabilité, une sustainability, comme on dit, on en a beaucoup parlé ici à la Cité, d'avoir une mission, de se projeter dans le temps long. Mais au premier coup de Trafalgar, comme dirait l'autre, c'est pas l'amitié qui prend le quart, c'est le capital. Et donc, on a ce problème de patience, de temps long, d'intérêt collectif et d'intérêt immédiat aussi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais pour moi, la solution, alors elle est probablement très utopiste, mais c'est vraiment d'arriver à trouver des façons de ne pas perdre de vue le temps long et le collectif au profit de la facilité qui consiste à satisfaire, quand on est une entreprise ou quand on est individu, des besoins immédiats et égoïstes.
Alors, j'abuse de ma position de modérateur pour vous apporter ma réponse. Ça me satisfera et ça m'évitera de prendre des médicaments ou d'aller consulter. Deux choses, il faut deux composantes, la connaissance et la mémoire. La connaissance, c'est que quand on vous porte à votre connaissance justement une information, que vous puissiez la comprendre. Et la comprendre, ça suppose que par l'éducation, l'instruction, vous soyez, et la culture, vous soyez capable justement de vous l'approprier, ou en tout cas d'envisager les différents aspects. Alors pas en profondeur, mais de se poser déjà la question de est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est problématique, est-ce que c'est créateur d'opportunités. Donc la question de la connaissance, ou de trouver des gens qui ont cette connaissance. Et la deuxième chose, la mémoire, parce que souvent je pense que les gens qui chercheront à vous tromper, à vous porter préjudice, seront des gens qui peut-être exploiteront des modes opératoires, des techniques qui auront été éprouvées par le passé. Et quelqu'un qui peut dire attention, ça ressemble à ce qu'on a déjà fait, ça quelque chose qu'on a déjà testé et ça n'a pas marché. Ou vous pensez que c'est une super innovation alors qu'en fait, c'est pas. Je prends l'exemple de l'économie de la gratuité. N'importe quel commerçant du quartier vous aurait dit que quelqu'un dans sa journée de travail, là il va être 18h30, d'avoir 12 personnes qui sont rentrées avec leurs pieds sales, ont sali la boutique, ont dérangé le vendeur ou la vendeuse, ont pris les vêtements, les ont testés, puis à un moment les ont reposés et sont ressortis. Avoir 12 personnes comme ça dans la journée, c'était notre clic, notre visiteur de site internet de tout à l'heure. Ça, vous ne faites pas votre chiffre d'affaires. Il vaut mieux un client ou une cliente qui rentre de toute la journée et qui vous achète pour 200 € de vêtements. Et donc la notion de un visiteur n'est pas un client. Et ça, c'est n'importe quel commerçant depuis les Phéniciens vous l'aurait dit. Simplement, au moment où est arrivée la bulle Internet, il y a eu l'illusion de dire un visiteur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui occupe, qui regarde, qui encombre, c'est pareil qu'un client. Eh ben non, un client, c'est quelqu'un qui peut monétiser une action, et l'illusion qu'on avait de faire de la volumétrie, à un moment, les gens vous ont dit, et d'ailleurs on le voit dans des grands sponsors qui vont dire à des sites internet, moi, d'avoir beaucoup de visites sur votre site, ça ne m'intéresse pas, si ce ne sont pas des gens de géographie qui m'intéressent. En clair, pour être très transparent, si vous pouvez me dire que vous avez un site internet francophone très fréquenté, mais ce ne sont que des Africains francophone, moi, qui vends un produit de cosmétique, ça ne m'intéresse pas. Donc vous allez me cartographier les gens qui vraiment fréquentent le site, et moi, on va voir comment est-ce qu'éventuellement je peux monétiser cette audience. Donc on voit que transposer des modes opératoires anciens, tout à fait robustes, à des mondes qui sont certes technologiquement novateurs, mais au final qui fonctionnent sur des fondamentaux équivalents. À ceci près qu'un magasin n'est pas un support publicitaire et que le début d'Internet, c'est l'idée qu'on va monétiser l'affluence parce qu'on va monétiser l'exposition à de la publicité sur les sites. Et je vais finir en vous disant ça. Il y a une phrase qui est très connue qui est « Quand c'est gratuit, c'est toi le produit ». C'était ça l'idée. C'était que c'était nous, les visiteurs, qui étions le produit finalement. Voilà. Et c'est quand on paye les gens en disant « je vais te payer en réputation », préférer d'être payé en euros, en dollars éventuellement, mais les gens qui vous disent je ne vais pas te payer pour ce que tu as fait, ta création, parce que tu vas voir, je vais te la mettre et tu seras connu en notoriété. Moi je connais des grands réalisateurs qui ont des revues de presse très impressionnantes, il n'y a pas de spectateurs en salle. Et donc évidemment, les vrais gens qui payent leurs billets, ils sont très peu nombreux. Donc il ne suffit pas d'avoir la revue de presse ou d'avoir l'écho pour avoir rencontré son public. Peut-être une dernière question de manière à tenir notre agenda. Eh bien, allez-y. Ah, vous êtes étudiant. Ah, ben voilà. Voyez. Est-ce que quelqu'un a une... Ah non, parce que vous avez un badge. Mais vous avez le droit de poser une question. Au contraire. Ah bah si. Ah bah si. Et après, sinon vous avez mademoiselle devant. Pardon. Tu t'en as bien tiré, mon salaud. Quelle familiarité. Bonjour à tous. Agréable de vous regarder. Le débat était très animé et super intéressant pour les deux Dominique, franchement. Moi, j'ai une question plus pour Dominique Lévy. C'est concernant la manière en fait que vous récupérez les informations pour le sondage. J'ai lu un livre qui s'appelle « Tout le monde ment et vous aussi », où il disait en fait que l'humain, devant les réseaux sociaux, parce pour avoir la validation sociale, on a tendance à montrer le meilleur, etc. Donc, quand vous posez des questions, en général, on a tendance à donner la réponse qu'attend en fait la personne en face. Par contre, sur les réseaux sociaux, sur Google, on a tendance à poser des questions hyper intimes et que peut-être en fait, et ma question c'est est-ce que BVA utilise des éléments comme le big data pour pouvoir en fait récupérer ces informations et est-ce que,
Que pensez-vous en fait de cette notion de sincérité dans les réponses que vous recevez en fait de la part des sondés? Alors, c'est deux questions différentes. Je vais essayer de... Parce que le big data, c'est quand on ne pose pas de questions en général. Hein. C'est quand on récupère des choses qui ont été émises, Mais soit... la sincérité, en fait, dans la réception de l'information que vous recevez. Alors, la sincérité dans la réponse aux questions, c'est assez documenté. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des effets qui sont des effets de bon vouloir social qui fait qu'effectivement, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, à l'époque où les questions étaient posées en face à face, voire de la personne que vous avez au téléphone dans les cas de sondage téléphonique, on va avoir tendance à ne pas dire certaines choses ou à essayer de faire plaisir. J'ai travaillé longtemps avec quelqu'un qui s'appelait Jean-Marc Lèche, qui a été un des pionniers de ce métier, qui me racontait que dans les années 70, pour faire des sondages... Pardon ? Ipsos, oui. Exactement, cofondateur et coprésident d'Ipsos. Et j'ai dirigé Ipsos France pendant quelques années, donc j'ai été son disciple. Voilà, mais ceci posé, Jean-Marc me racontait que dans les années 70, quand on voulait poser des questions sur la sexualité aux Français, on allait dans les foyers avec des urnes scellées, et que les gens répondaient à un questionnaire par écrit dans une enveloppe fermée qu'ils mettaient dans l'urne. Pourquoi ? Parce que c'était des choses qui étaient considérées comme extrêmement intimes et qu'il n'était pas question de répondre à ça. Il n'y a pas très longtemps, et pardon, je vais peut-être choquer certains, j'étais encore chez Ipsos à l'époque, Ipsos a été mandaté pour une étude faite par une entreprise de produits d'hygiène féminine qui voulait connaître les pratiques sexuelles des Françaises pendant leurs règles. Quand j'ai vu le questionnaire, je me suis dit, c'est pas possible de demander ça à des femmes. Elles répondent. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet anonymat dans la réponse quand on est devant un ordinateur chez soi, qui correspond aussi à cette exposition de l'intime sur les réseaux sociaux. C'est là que je peux faire le lien peut-être entre les deux aspects de votre question. Et qui fait qu'effectivement, on obtient des informations qui sont, je ne sais pas jusqu'à quel point elles sont sincères, la sincérité, mais en tout cas qui sont d'une intimité étonnante. Quand aujourd'hui, dans des entreprises plus qualitatives, dans des études plus qualitatives, on demande aux gens de s'auto-filmer ou de s'auto-photographier avec leur téléphone portable pour nous montrer ce qu'ils font d'un certain nombre de produits, on a des choses qui sont tout à fait étonnantes. Moi, je me souviens avoir fait une étude sur le grignotage où il y avait des gens qui nous envoyaient la main de leur photo dans le pot de rillettes en disant bah là, je mange la rillette à même le pot. Je pense que dans un contexte social, si je vous demandais comment vous grignotez, d'abord, vous me diriez que vous ne faites pas une chose pareille. Et ensuite, probablement, vous me diriez je me fais une petite tartine de rillettes. Non, là, c'était vas-y ma grande. Mais pour le coup, on l'admet. Donc je pense que l'effet des réseaux sociaux, l'effet de l'exposition de l'intime, elle aboutit aussi à une forme de sincérité différente. Maintenant, il ne faut pas vous y tromper. Les sondages, 80% des questions qui sont posées dans les sondages dits d'opinion et les sondages politiques sont des questions qui n'intéressent pas les gens et auxquelles, en vrai, ils n'ont pas de réponse. Donc je suis bien consciente en vous disant ça que je ne plaide pas pour ma paroisse, mais moi, quand on demande aux gens ce qu'ils pensent d'une loi le lendemain de l'écriture du projet de loi et qu'on a 90% des gens qui ont un avis, je pense qu'on devrait mettre l'étude à la poubelle. Et c'est là que les journalistes ont une responsabilité parce que ces sondages existent, parce que les médias les souhaitent. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ça serait un tout autre débat, mais il faut faire la part des choses entre des études où je vous pose des questions sur vous qui vous concernent et où vous pouvez répondre de plus ou moins sincèrement, et des études où je vous pose des questions auxquelles vous n'avez pas compétence à répondre. Et quand je dis pas compétence, ça n'a rien de péjoratif. Hein. Moi, il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Il n'y a pas très longtemps, j'ai relu un questionnaire d'un chargé d'études. C'était « Pensez-vous que la banque machin soit un acteur important de la finance durable ?» Vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas. Et je ne sais même pas très bien ce que c'est que la finance durable, probablement. Donc, administrer ce questionnaire... C'est contradictoire dans les termes. Et pourtant, ils ont inventé cet oxymore. Bon, on va pas parler là-dessus. Mais voyez, donc, en fait, la sincérité dépend de la façon dont on pose la question, d'à qui l'on pose, de comment on la pose. Maintenant, l'information qu'on récupère via les réseaux sociaux, en fait, elle est assez limitée. On est beaucoup revenu du fait de se dire que écouter Twitter, ça allait nous donner l'opinion. On sait que c'est pas vrai. On l'utilise en complément. En revanche, ce que vous n'émettez pas de façon consciente, mais à votre insu, c'est-à-dire vos déplacements, vos recherches, etc., ça, c'est très utile. C'est comportemental, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas du déclaratif, c'est du constat de comportement. Ça, c'est très utile et ça permet d'avoir une vision un peu différente de la population. Non, je ne vais pas vous faire un cours tout de suite sur les études de marché. J'espère que je vous ai à peu près répondu. Oui, un mot sur le rapport entre l'émetteur et le récepteur. C'est une boîte de sondage, un média, un politique, n'importe quoi.
là, on a fait des progrès, c'est qu'on dit, tiens, quand même, les citoyens, faut quand même, ou les consommateurs, peu importe, la publicité a fait beaucoup pour ça, il faut quand même tenir compte de ce qu'ils pensent. Et c'est vrai que plus personne ne dit, voilà ce que je pense, on négocie tout le temps. Simplement, on négocie entre une réalité et des représentations du public. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la représentation du ou des publics, c'est la réalité des publics. Et si on veut qu'il y ait une communication, il faut qu'on accepte le temps. Quoi? Le temps. Quoi? Le temps. Et on n'en veut pas. Si vraiment on veut qu'il y ait une négociation sur un sujet, sur un sondage, une opinion, une connaissance, l'école, n'importe quoi, il faut du temps, de l'expérience. Le temps de l'expérience, le temps de la communication. Et pourquoi j'ai une longueur d'avance sur les questions de théorie qu'on se pose, c'est que tant qu'on est dans le paradigme de l'information, et on y est encore, on pense qu'on va pouvoir gagner du temps, que ça va pouvoir être plus vite, et on pense que c'est mieux, que c'est plus riche, gna 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 gna. Oui, c'est vrai pour une part. Pour notre part, c'est terrible. C'est une aporie complète. Il faut admettre que la communication oblige le temps. Et une entreprise n'acceptera jamais le concept de communication au sens de négociation de l'altérité. Il veut, putain, du chiffre. Il a raison. Un politique, il veut une élection. Or, si on veut vraiment tenir compte du point de vue de l'autre, c'est le début du bordel. L'autre, c'est toujours le bordel. Parce qu'il ne pense pas comme nous. Donc, si on veut vraiment lui laisser une place, il faut accepter le temps. Et le temps, on n'en veut pas. Moi, je propose ça comme conclusion. L'autre, c'est toujours le bordel. Bien sûr, c'est toujours le bordel. Il faudrait le dire en latin, ça, pour la Sorbonne, ce serait peut-être mieux. Est-ce qu'il y a une dernière remarque où nous allons conclure sur cette pensée qui, a priori, nous permettra à chacun de sortir plus éclairé, absolument, à l'issue de ce débat? Merci en tout cas, d'une part, à nos deux débatteurs, parce que, alors évidemment, la confrontation, mais c'est tout à fait intéressant, et c'est ce qui justifie aussi le fait que nous nous réunissions. On aurait très bien pu avoir cet échange par écran interposé, à distance, asynchrone, et qui n'aurait pas pu permettre le frottement humain qui est toujours en général générateur de révélations, de découvertes et de surprises et d'inattendus. Donc vous voyez que vous avez bien fait de venir. Si nous pensions tous pareil, nous contredirions M. Volton. C'est ça. Et ce n'est pas envisageable. Donc... Merci beaucoup. Vous les étudiants, si je vous vois un seul conformiste, béni oui, prêt à obéir, je vous tue. Un étudiant, c'est quelqu'un qui pense contre, qui se révolte, qui est en colère. Il n'est jamais béni oui, sinon ça ne sert à rien. Lui, il n'a pas osé poser sa question, mais il va la poser maintenant. Vous avez même la liberté d'être conformiste. C'est ça. Merci. Le conformisme, croyez-moi, le conformisme, il n'est pas menacé. Hein. Putain, c'est ça une question qui m'intéresse. Plus il y a d'informations, plus il y a d'images, plus il y a de 1, plus il y a de conformisme. Alors qu'on aurait pu penser qu'il y aurait de plus en plus de liberté. C'est ça qui est fou. La liberté est plus difficile à assumer aujourd'hui qu'il y a 80 ans. C'est effrayant, le conformisme est pire. Et toute cette quantité d'informations qui circulent, ça fait... C'est que du même. Merci à vous.